Voilà, bonjour à tous, bienvenue à la table ronde de cet après-midi. Ich begrüße Sie alle zu dieser Rundtable, in deren Mittelpunkt das Thema Innovation stehen wird. Und es ist uns eine große Freude, Sie online begrüßen zu dürfen. Und wir danken Ihnen sehr herzlich, dass Sie heute bei uns sind. Ich bin Marie Mignani, Assistent Doktorandin an der Akademie de Journalisme et des Médias an der Universität Neuenburg. Und meine Forschung konzentriert sich insbesondere auf die Entstehung von Innovation in den Medien. Und daher werde ich natürlich mit Begeisterung diese Roundtable moderieren. Ganz wichtig auch, vielen Dank an unsere Partner und Unterstützer, ohne denen es keinen Bericht und keine Vidéoconférence gegeben hätte. Et surtout, voilà, un très grand merci notamment à Lena Würgler et Paolo De Caro qui se sont occupés de la vidéo, mais aussi un grand merci à Cyril et Romain de la technique de l'Université de Neuchâtel, et puis un très grand merci à Marlène qui nous rejoindra après, qui a été vraiment mon ange gardien pour les traductions en allemand. Ce qui est important, et comme vous avez vu, le format de cette conférence a dû être repensé évidemment en ces périodes pas forcément très évidentes de semi-confinement, ce qui nous a évidemment poussé à devoir innover et repenser complètement le format. C'est pour ça que le colloque qui était initialement prévu pendant un après-midi va donc faire place à un dispositif beaucoup plus original. Tout d'abord, donc peut-être que vous avez pu voir sur le site de la SAGW ou le site de la Société de l'Académie des sciences humaines et sociales suisse, cette vidéo à peu près avec une dizaine d'intervenantes et d'intervenants qui dure à peu près une quarantaine de minutes, qui revient sur l'étude. Et aujourd'hui, on va poursuivre donc les débats avec nos invités venant de tous les horizons de l'innovation suisse. Donc là, vous avez un petit aperçu du Programm. Hier ist eine kleine Vorschau auf das Programm für die nächsten 1,5 Stunden. Die Podiumsdiskussion sollte circa eine Stunde und 10 Minuten lasten. Und danach wir haben die Q&A eine halbe Stunde lasten. Ich möchte noch zwei Hinweise vornehmen. Zuerst, als Sie haben gehört, wir sprechen Schweizerisch, donc ce qui veut dire que nous parlons suisse ici. Es meint, dass jeder sich in seiner Sprache sprechen kann. Und jeder werden ich die Frage abwechselnd auf Deutsch und Französisch stellen. Und jede Frage erscheint zusammengefasst in beiden Sprachen, damit Sie verstehen können, worum es geht. Ce qui veut dire tout simplement qu'en fait, comme vous allez vite le voir, on va devoir alterner entre le français et l'allemand parce que voilà, c'est comme c'est une bonne culture suisse. Et je tiens juste à préciser qu'en fait, je vais traduire alternativement en français et en allemand les questions à chaque fois aux intervenants. Et pas de panique pour vous, vous aurez les questions dans les deux langues en fait synthétisées sur chacune des slides, comme ça vous n'êtes absolument pas perdus. Noch betreffend Fragen und Antworten, sie spielen eine sehr wichtige Rolle. Stellen Sie während der gesamten Konferenz Ihre Fragen im Webex-Chat und Marlène wird sie lesen und einige davon für den Frage- und Antwort-Teil der Konferenz auswählen. Ce qui veut tout simplement vous dire que en fait, vous avez une partie et un rôle extrêmement important pour cette conférence où vous allez avoir en fait devoir poser des questions sur le chat en fait de Webex. Et dessus, on va pouvoir récolter vos questions qui vont nourrir donc la partie Q&A. Und Ihre Frage zu stellen, könnte nicht einfach sein. Sie klicken auf Fragen und Antworten und danach unter rechts erscheint ein kleines Menü. Und indem Sie Ihre Fragen stellen können und sie werden im Diskussionsverlauf angezeigt. Et maintenant donc, sans plus attendre, je vous passe la parole à Monsieur Kilian Stoffel, qui est donc le recteur de l'Université de Neuchâtel. C'est à vous. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, alors on se trouve là dans une situation assez spéciale. J'aimerais vous souhaiter la bienvenue au nom de l'Université de Neuchâtel, pas au sein de l'Université de Neuchâtel. Même si la venue est virtuelle, j'aimerais vous assurer que mon plaisir est réel de vous accueillir à cette table ronde.
Alors, comme nous vivons une époque d'innovation médicale avancée, où on avance avec des grands pas vers un vaccin, on a l'innovation technologique qui essaie de lutter contre la propagation du virus. On a tous aussi vécu une innovation probablement autre. Quelques semaines en arrière ou d'un jour à l'autre, on a plus ou moins dû passer d'un enseignement en présentiel vers un enseignement de milliers d'étudiants en ligne. On a dû employer des collaboratrices et des collaborateurs qui étaient cloîtrés à la maison, souvent occupés aussi par la garde de leurs enfants. Alors, toute une autre innovation était nécessaire à ce moment-là, c'était une innovation sociale. Et tout ça, juste pour dire qu'avec le thème de cette table ronde, vous êtes vraiment au centre des urgences d'aujourd'hui, mais également au centre des questions pour le demain, et un demain qui est probablement transformé par rapport à ce qu'on a connu dans le passé. Et là, vos expertises sont encore plus besoin que jamais. Et même si l'Université de Neuchâtel s'est positionnée dans sa vision stratégique de 2017 sur la pertinence des sciences humaines et sociales par rapport aux défis de la société, et même si on a réussi à jouer un rôle là-dedans, par exemple à travers des projets de recherche dans le domaine des apports des sciences humaines et sociales dans les défis au niveau de la digitalisation, domaine économique, juridique, social, alors les projets Digital Lives, où on a actuellement 6 projets en route. Et même là, il faut constater aujourd'hui qu'il n'y a pas vraiment d'études systématiques sur l'apport à l'innovation des sciences sociales et sciences humaines. Et le rapport que nos chercheurs ont pris comme motif pour organiser cette table ronde d'aujourd'hui, je pense que c'est un très bon point de départ. Il défriche le terrain, il appelle à prolonger ce type de recherche et mener des réflexions ensemble vraiment dans ce domaine-là. Alors, comme déjà mentionné, je crois la conférence elle-même, organisée avec les académies suisses des sciences humaines et sociales, j'aimerais chaleureusement remercier pour leur soutien, nous a forcé d'innover sur le format de cette conférence. Alors, à la place d'une conférence, comme mentionné, il y a une vidéo qui a été réalisée. On a une organisation de ce podium également en ligne. Et j'aimerais remercier l'Académie des médias, des journalismes et des médias de notre université et les 2 personnes, les 2 doctorantes qui ont essentiellement contribué à cette réalisation. Merci beaucoup au nom des organisateurs. Alors, je vais me retirer là parce que le bienvenue du recteur, souvent dans ce genre d'événements, c'est un passage obligé. Alors, c'est encore plus difficile de ne pas ennuyer les gens qu'en réel si c'est par visioconférence. Mais j'espère quand même que j'ai pu lancer un petit peu les discussions et je vous souhaite de bons et fructueux débats. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Stoffel. Et puis, quelle excellente lancée pour la suite de notre Konferenz. So, unser Einstiegspunkt. Ende Februar überschattete die Covid-19-Krise die Veröffentlichung des Berichts Forschung und Innovation in der Schweiz 2020 des Staatssekretariats für Bildung, Forschung und Innovation, CEFRI. Und dieser Bericht dient als Diskussionsgrundlage und bietet einen Überblick über das Schweizer Forschung- und Innovationssystem. Et justement, l'un de ces thèmes concerne l'apport des sciences humaines et sociales à l'innovation suisse et a donc fait l'objet d'une étude spécifique réalisée par Hugues Jeanneret, Olivier Crevoisier, Gaël Brûlé, Christian Sutter de l'Institut de Sociologie de l'Université de Neuchâtel. Und 2 zentrale Aspekte stechen der Studie heraus. Zuerst, fast 2 Drittel der Hochschulenabsolvierenden in den Geistes- und Sozialwissenschaften tätig sind. Und leider, oder allerdings empfehlen nur 5% der auf wissenschaftlicher Forschung basierenden Bundesbeiträge für Innovation die Geistes- und sozialen Wissenschaften. Es meint, die Geistes- und Sozialwissenschaften nehmen einen zentralen Platz im Bereich der Innovation einnehmen, aber ihre Beiträge sind noch immer schlecht identifiziert und sichtbar und bleiben am Rande von Förderprogrammen, insbesondere in der Forschung. Et le deuxième point, alors je m'excuse d'avance de la qualité de l'image, mais si jamais vous pouvez la retrouver dans le rapport vers la page 28 si je me trompe. Et ce qui était important et qui était noté dans l'étude réalisée par les équipes de Hugues Jeanneret, c'est que finalement en fait l'étude met en lumière le spectre beaucoup plus large des contributions des sciences humaines et sociales dans l'innovation. Et notamment que ce sont bien des sciences déterminantes qui ont un fort impact
sur le développement et la création de l'innovation, entre donner du sens, encadrer, entreprendre et co-innover. Des rôles donc, comme on peut voir, qui vont bien au-delà des sciences facilitatrices qui sont traditionnellement attribuées aux sciences humaines et sociales. So, diese Studie ist Pionierarbeit in der Schweiz und ruft zu weiterer Forschung und kollektiver Reflexion innerhalb des Geistes- und Sozialwissenschaften und mit anderen Wissenschaften sowie mit Wirtschaft und Gesellschaft zu aktuellen Innovationsfragen auf. Die NEMEN muss in diesem Prozess eine zentrale Rolle spielen. Um diese kollektive Reflexion zu entwickeln, wurde die heutige Konferenz organisiert. Et sans plus tarder donc, je vais vous présenter nos Guest Speakers. So, deshalb werde ich Ihnen unsere Gäste, die einen sehr unterschiedlichen und multidisziplinären Hintergrund haben, einzeln vorstellen. Und um sich kennenzulernen, wird jeder von Ihnen in einem Satz oder einigen wenigen Schlüsselwörtern auf diese erste Frage antworten. Donc en fait, je vais vous présenter donc nos intervenants et pour pouvoir mieux faire connaissance avec eux, je vais juste leur poser cette première question et la consigne, ce sera d'y répondre en quelques mots, en une phrase ou encore mieux en mots-clés. Alors notre premier intervenant, oui, alors la question c'est justement, depuis l'apparition du Covid-19, quel type d'innovation vous ont le plus marqué? Et notre premier intervenant donc est Monsieur Édouard Bugnon, qui est professeur à l'EPFL et la faculté informatique et communication, où il co-dirige le Swiss Data Science Center, qui est donc le fruit d'une initiative stratégique des conseils des EPF. Et il est aussi donc vice-président de l'EPFL pour les systèmes d'information depuis 2017. Et vous avez passé à peu près on va dire presque une vingtaine d'années en Californie. Vous avez passé un doctorat à Stanford, créé 2 startups qui ont intégré Cisco. Et également, vous êtes membre du conseil d'administration de Logitech et d'InnoSuisse. Donc, la réponse à ma question. Merci beaucoup. Je suis également membre de la task force scientifique du Conseil fédéral sur le Covid. Alors, je pense que le premier mot-clé par rapport au Covid, c'est l'humilité. Notre compréhension de la maladie change, elle change régulièrement. Il faut être pragmatique, il faut avoir énormément d'humilité, il faut avoir beaucoup de compréhension pour les politiques qui doivent prendre des décisions politiques avec peu d'informations. Les scientifiques jouent un rôle extrêmement important dans ce processus-là, puisque nous avons la mission de mettre en place des bases objectives de façon à ce qu'il y ait une réflexion sur la base de notre compréhension scientifique de la maladie qui change de semaine en semaine. C'est pour ça que pour moi, le premier mot-clé, c'est une humilité. Et puis le deuxième mot-clé, évidemment, pour ce qui est de l'innovation, c'est assez bateau, mais il y a cette phrase, ce proverbe anglais qui dit « Necessity is the mother of all inventions ». Évidemment, ça s'applique totalement au Covid. Il y a eu plus de transformations dans nos pratiques professionnelles liées au Covid en quelques semaines que ce que on imaginait avoir besoin de 1 ou 2 décennies. Je vais donner quelques exemples. Le premier, c'est la télémédecine, où les médecins nous ont expliqué pendant des années et des années que la télémédecine, c'était totalement impossible, que ça ne pouvait pas se faire. Et finalement, en fait, on se rend compte qu'on arrive à s'adapter lorsqu'il faut. Il y a évidemment d'autres exemples, la transformation digitale de tous nos processus. Et puis le dernier point, mot-clé, c'est la collaboration du monde scientifique global dans la lutte face à cette maladie. Les États collaborent partiellement, mais les scientifiques collaborent et c'est déjà une bonne chose. C'est une très très bonne introduction et puis qui nous met déjà bien en lancée. Und so, unsere zweite Gäste ist Ingrid Kissling-Neff. Ingrid Kissling-Neff ist Direktorin der Berner Fachhochschule Wirtschaft. Von 2012 bis 2017 leitete sie die Abteilung Geistes- und Sozialen Wissenschaften des Schweizerischen Nationalfonds. Von 2007 bis 2010 die Förderagentur für Innovation KTI. Und zuvor war sie als Generalsekretärin der Akademie der Naturwissenschaften Schweiz tätig. Und sie hat sich intensiv mit ressourcenökonomischen Fragen in den Bereichen Wald, Wasser und Energie auseinandergesetzt. Sie ist Städterin in Bern und UNICEF-Delegierte. Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung, für die nette Vorstellung. Meiner Meinung nach
würde ich gerne was ganz anderes hier erwähnen. Herr Bünio hat es bereits gesagt, Covid hat unsere Welt verändert. Wir haben Distance Learning jetzt alle, wir haben virtuelle Kommunikation. Das, was mich am meisten beschäftigt im Moment, ist eigentlich die Vielfalt und diese neuen sozialen Innovationsformen, die eigentlich in der Zivilgesellschaft entstanden sind. Das ist eine ganz andere Seite. Also in der Krise sind die Menschen extrem kreativ geworden. Wenn ich mal sehe, was allein im Umfeld von Bern an Initiativen entstanden ist, also Hilfe in der Nachbarschaft, Hilfe im Alltag, Hilfe gegen Vereinsamung für alte Menschen zu Hause und aber auch dann diese ganzen neuen Initiativen, die mehrheitlich wirklich wie Pilze aus der Erde geschossen sind. Das hat mich persönlich sehr beeindruckt. Die Frage hier ist einfach, die sich damit stellt, ja, das ist jetzt passiert, wir werden das sicher auch noch weiterhin nutzen, diese große Solidarität auch mit den technischen Möglichkeiten, die das überhaupt erlauben. Da stellt sich natürlich die Frage auch, ja, müssten wir nicht dafür sorgen, dass diese Dinge in irgendeiner Form auch aufrechterhalten und weitergehen. Also prägend war für mich wirklich dieses zivilgesellschaftliche Engagement, neben natürlich all den technischen und virtuellen Dingen, die wir erfahren durften. Perfekt, vielen Dank. Notre troisième intervenant est donc Ola Sonderströme, qui est donc professeur de géographie sociale et culturelle à l'université de Neuchâtel. Ses recherches donc se portent particulièrement sur la vie urbaine et la santé mentale et plus récemment sur les politiques de développement urbain dans les villes du Sud. Et il est donc depuis 2013 membre du conseil de recherche du Fonds national suisse et depuis 2017 président de la division sciences humaines et sociales du FNS. Et il est important de noter qu'il a été également initiateur avec des collègues de son université, différentes aussi, de son université notamment, de différentes publications, manifestations et conférences sur les rapports entre les sciences humaines et sociales et l'innovation. La parole est à vous. Ah, on ne vous entend pas. Avec le micro, ça va aller mieux. Voilà. Donc, je crois que nous sommes tous influencés par le travail que nous faisons. Donc, je travaille actuellement sur un projet qui me mène en Afrique du Sud et en Inde. Donc, c'est pas une innovation que j'aimerais mentionner dans ces temps covidiens, c'est plutôt une myriade d'innovations socio-techniques qui sont celles qui sont mises en place par la société civile dans des pays où les populations les plus précaires sont souvent abandonnés par leur gouvernement et où l'utilisation des réseaux technologiques, mais aussi simplement des compétences des personnes permet de venir en support, de venir en aide aux personnes les plus précaires et simplement de leur donner de quoi survivre. Donc ça, c'est la question qui, pour moi, est la plus importante dans ces temps qui peuvent être absolument dramatiques pour certaines populations. Parfait. Merci beaucoup. Notre prochaine Intervenante ist Christina Taylor. Sie ist Managing Partner und Mitinhaberin der Kreolik SA in Biel. Christina Taylor arbeitet dabei an der Schnittstelle von Customer Experience Design, Transformation und Produkterfindung. Und ihre Erfahrung reicht von der Telekommunikationsbranche Swisscom bis hin zu Non-Profit-Organisationen. Und sie arbeitete 5 Jahre lang im Silicon Valley am Outpost von Swisscom. The floor is yours. Ihre... Ah là là. Ah voilà. Du kannst nicht... je peux avoir tous. Ah, Entschuldigung, on a un tout petit souci technique avec... Voilà, Nora, Christina... Et voilà, c'est tout bon. Guten Tag miteinander. Was mich die letzten Monate am meisten beschäftigt hat, ist, dass sich unser Kerngeschäft, die kreative Zusammenarbeit, massiv verändert hat. Vor ein paar Monaten haben wir gedacht, wenn man intensiv an Projekten arbeitet, mit verschiedenen Disziplinen, mit Engineering, mit den Humanfaktoren
oder auch mit Businessleuten, dass wir das alle im selben Raum machen müssen, 2, 3 Tage intensiv einen Prototyp gestalten und dann in Feedbackrunden geben. Wir haben jetzt durch diese Krise sehr schnell gelernt, dass man das in verschiedene Teilstücke teilen kann und auch über Distanz kreativ zusammenarbeitet. Und entgegen unseren Erwartungen ist die Qualität auch sehr hoch. Und daher gibt es jetzt sehr viele neue Möglichkeiten, wenn man daran denkt, wie man dann auch weltweit mit verschiedenen Kulturen und Menschen arbeiten kann. Also für uns ist das jetzt eigentlich eine sehr interessante Geschichte im Innovationssektor, die durch diese Krise hervorgerufen wurde. Perfekt, danke vielmals. Und unsere nächste Gäste ist Marco Vencato. Marco Vencato leitet als stellvertretender Direktor ausgewählte Förderprogramme der Gerber-Rüff-Stiftung und ist unter anderem operativ verantwortlich für das Handlungsfeld First Ventures. Zuvor war er für den Schweizerischen Wissenschafts- und Innovationsrat tätig. Und nach seinem Studium in Geschichte und italienischer Philologie war er unter anderem Fachkoordinator der historischen Seminars der Universität Basel im EU-Forschungsprojekt clihohers.net im Rahmen des Programms Network of Excellence. Hallo zusammen und vielen Dank für diese freundliche Einführung. Ich kann aus dem Alltag der Gerber-Rüff-Stiftung 3 Innovationen nennen, die mich in diesem Sinne geprägt haben. Das eine stammt von einem ETH-Forscher, Andreas Schmocker, der die Idee eines neuen Desinfektionsgels aus dem Hut gezaubert hat, das uns nicht nur 10 Sekunden, sondern den ganzen Tag hinüber schützen soll vor Viren und anderen Bakterien. Das kann er jetzt mit einer Unterstützung unserer Stiftung ausarbeiten. Dann eine Idee aus dem Bildungsbereich, wo es darum geht, soziale Selektivität abzufedern, indem man Kindern aus privilegierten und weniger privilegierten Haushalten miteinander verbindet, online und jetzt wieder offline. Und dann aus der Start-up-Ecke, nämlich eines jungen Start-ups aus der Aschessesso, haben 3 ebenfalls junge Fachhochschulstudierende eine Maske entwickelt, die sie eigentlich für den chinesischen Markt vorgesehen hatten und jetzt aber für den Schweizer Markt produzieren werden. Breeze heißt dieses Produkt. Kleine Werbung. Merci beaucoup. Et enfin, nous avons donc la chance d'avoir Nora Wilhelm, qui est donc ce qu'on appelle une faiseuse de changement engagée depuis toute petite. En plus de son travail donc de militante et de volontaire et de stagiaire pour des ONG de développement, elle s'est notamment énormément investie dans le Parlement européen des jeunes et dont elle a notamment dirigé le Parlement européen des jeunes suisse de 2014 à 2016. Et elle est également cofondatrice et animatrice de Collaboratio Helvetica, qui est une initiative dédiée à ce qu'on appelle une mode de pensée holistique, on pourrait revenir là-dessus, et notamment qui permet de contribuer à la mise en œuvre de l'agenda 2030 en Suisse. Et il faut savoir qu'elle a été reconnue par l'UNESCO et l'initiative Cohorte 2030 en tant que jeune leader. La parole est à toi, Nora. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir d'être ici. Moi, personnellement, ce qui m'a le plus marqué, c'est la créativité et la mobilisation, quelqu'un l'a dit déjà auparavant, de tant d'acteurs, de la société civile et autres, et surtout la collaboration qui s'est mise en place entre ces différents secteurs. Donc une collaboration qui, normalement, on peine beaucoup, on a des jargons différents, des concentrations différentes, aussi modes de travail et des rythmes différents. Et là, d'un coup, ça a été possible par la nécessité de s'activer et de commencer à collaborer de manière très innovante. Et ce que personnellement j'espère, c'est que nous allons bientôt voir l'énergie qui a été déployée à l'heure actuelle pour tout ce qui est au niveau des symptômes, pour adresser ces symptômes de ce qu'on a vu, ce qu'on a vécu avec Covid-19, de maintenant aussi déployer la même énergie aux causes profondes de la situation dans laquelle on se trouve, ainsi qu'aux autres défis complexes qu'en tant qu'humanité, on y fait face. Eh ben, je crois qu'on a quand même pu voir un peu un beau tour d'horizon on va dire, de nos intervenants et puis intervenantes et dans quel positionnement ils se mettent sur la question. Et sans plus attendre, donc, on va rentrer tout de suite dans les vifs du débat.
Donc tout d'abord, la première question pour Ola Sonderström et Ingrid Kissling-Neff. So, warum hat es so lange gedauert, bis wir den Platz der Geistes- und Sozialwissenschaften als Innovationsmotor erkannt haben? Ingrid, tu peux commencer. Il faut que je commence, alors d'accord. Ja, also ich würde gerne die Frage etwas anders drehen. Also es ist ja die Frage, warum hat es so viel Zeit gebraucht? Ich denke, wir sind ja jetzt wieder in einer industriellen Revolution. Jede industrielle Revolution hat ja als Basis eine Technologie. Also es war natürlich die Dampfmaschine, dann war es dort auch noch der Webstuhl, dann später kam die Elektrizität, dann Elektronik, PC und all diese Revolutionen haben ja eigentlich unsere Arbeitsweise, unsere Produktionsweise, unser ganzes Sein verändert. Und die jetzige digitale Transformation macht natürlich etwas Ähnliches. Und ich glaube, die Sichtbarkeit, also das, was zugrunde liegt, war ja immer Technologie. Das ist sichtbar, das ist tangible, das kann man spüren. Dort, wo die eigentliche Innovation dann passiert, also wenn ich diese Technologie ja nutzen muss, brauche ich Teams, brauche ich Interdisziplinarität. Dort, wo die Kreativität entsteht und wo es dann auch zum Markt geht, das sind Prozesse, die wenig sichtbar sind und auch wenig spürbar. Und ich denke, das ist ein Grund, warum wir nach wie vor eben sehr stark auf diese Technologien konzentriert sind. Für mich ist es weniger die Frage Platz der Geistes- oder Sozialwissenschaften, sondern ein bisschen die Frage, ja, wo wird der Mehrwert kreiert? Und verlieren wir nicht einen großen Teil dieses Mehrwertes, der zum Beispiel auch durch die Zivilgesellschaft geschaffen wird, zusammen mit dem Staat und dem Markt, wenn wir eben diese Art von Innovation nicht unterstützen. Oder? Und wir sind nach wie vor mit der InnoSwiss und mit anderen Fördergefäßen ganz stark auch auf diese technologischen Neuerungen konzentriert und sind irgendwie noch nicht bereit, auch für das andere, für das Kreative im Team wirklich Geld zu investieren. Und ich denke, daran müssten wir arbeiten. Für mich ist es weniger die Frage, welche Disziplin, sondern wie erhalten und schaffen wir diesen Mehrwert, der unsere Gesellschaft braucht. Alors, je crois que je vais enchaîner si ça vous convient. Je me suis demandé, en lisant la question, qui était ce nous qui a pris tant de temps pour réaliser que les sciences humaines et sociales contribuent à l'innovation. Je pense qu'il y a beaucoup de monde depuis longtemps dans les sciences humaines et sociales, dans la tribu dans laquelle je suis en tout cas, qui est très consciente et très convaincue de ce rôle. Par contre, je pense que si on prend ce nous comme étant le grand public, il y a quelques éléments qui permettent de comprendre la difficulté de saisir ce rôle. Je crois qu'il faut faire quelques pas de côté et c'est ces pas de côté qui sont difficiles à faire, pour voir ce rôle des sciences humaines et sociales. Le premier, et ça a été un peu dit par Ingrid Kissling-Neff juste avant, c'est de dissocier l'innovation de la technologie, puisque pour le grand public, finalement, l'innovation est synonyme d'invention technologique. Or, on sait depuis 40 ans maintenant, notamment par les recherches en sociologie de l'innovation, en anthropologie des techniques, que les innovations sont toujours socio-techniques, c'est-à-dire qu'elles ne reposent pas uniquement, même si elles ont une base et une dimension technologique forte, sur la technologie. On peut prendre une myriade d'exemples, mais un des exemples, c'est les Google Glasses, qui pour moi est une innovation technique tout à fait dispensable. Elle n'est pas devenue une innovation parce que la société ou des acteurs sociaux ne se sont pas alignés autour de l'usage de cette invention technique. Personne n'a vu finalement l'intérêt et n'a pas trouvé un usage intelligent à faire des Google Glasses. Peut-être que ça viendra. Le deuxième pas de côté pour moi, c'est celui de concevoir qu'il y a de l'innovation qui n'utilise pas forcément ou utilise très peu de technologie, c'est l'innovation sociale et c'est l'innovation culturelle qui est mise en évidence d'ailleurs dans le rapport de mes collègues de l'Université de Neuchâtel. Et là, je crois que dans le film que peut-être certains d'entre vous ont vu, notre collègue Dominique Vinck de l'Université de Neuchâtel prend un exemple qui est assez parlant d'innovation sociale, mais qui n'est pas toujours perçu. C'est le rôle de nouvelles formes de comptabilité. Moi qui travaille sur les villes, nous savons que les services aux entreprises sont des moteurs de l'innovation technologique et économique
et sont des gros producteurs, c'est des machines, cette concentration de services aux entreprises, donc des entreprises juridiques, des entreprises dans le domaine du marketing, pour trouver de nouvelles manières de produire et d'innover. Le troisième pas de côté, c'est sans doute le plus difficile, c'est celui de rendre visible et compréhensible le rôle que jouent les sciences humaines et sociales en modelant des façons de penser et d'agir. Et là, on peut penser, par exemple, simplement à l'innovation conceptuelle. Le terme de mondialisation qui ne s'est répandu qu'à partir des années 1990 a été une façon de capter des changements en train de se faire dans la société, dans l'économie en particulier, d'abord en économie et ensuite ailleurs dans les sciences sociales. Et ça a été une façon de réfléchir à notre modernité et de la piloter. Donc, ces trois pas de côté ne sont pas toujours faciles à faire. Il y a un travail pédagogique à faire pour rendre visible le rôle des sciences humaines et sociales. Et je crois que dans ce contexte-là, le rapport et l'étude sur l'apport des sciences humaines et sociales est tout à fait important et commence à faire ce travail pédagogique qui me semble essentiel. Alors justement, en fait, ça fait une excellente transition à la question, et vous êtes aussi directement concerné. C'est comment peut-on dès lors mieux identifier et expliciter cet apport des sciences humaines et sociales à l'innovation? Merci, rassurez-vous, je vais moins parler après, donc je continue. Donc, effectivement, je pense que là, il y a un travail important qui est à effectuer aussi pour identifier et expliciter cet apport. Alors, je parle ici, c'est à ce titre que j'ai été invité avec ma casquette du Fonds national. C'est une question qui est à l'agenda du Fonds national, c'est-à-dire que le Conseil fédéral nous a demandé de mieux communiquer et expliquer l'impact de la recherche en Suisse, toute recherche confondue, donc évidemment pas seulement les sciences humaines et sociales. Et cette démonstration, cette communication de l'impact de la recherche fait partie des objectifs stratégiques du Fonds national pour la période à venir, c'est-à-dire 2021-2024. Et j'ai organisé il y a 2 semaines un petit colloque avec les mêmes instruments que nous avons aujourd'hui, rudimentaires, WebEx, pour, au niveau de la division 1, réfléchir à cette question du rôle de comment saisir finalement, identifier l'impact des sciences humaines et sociales. Brièvement, moi je pense qu'il y a à nouveau trois chantiers qui sont ouverts pour y arriver. Le premier, c'est un chantier conceptuel, c'est-à-dire qu'il s'agit d'abord d'arriver à clarifier et à nommer l'apport des sciences humaines et sociales. Et je pense que c'est peut-être l'apport principal du travail de mes collègues, Hugues Jeanneret et tous mes autres collègues de l'université, qui ont identifié ces 4 dimensions que vous avez vues ou que je vous invite à voir si vous n'avez pas encore lu le rapport. Et je pense que ce travail conceptuel, il est important pour identifier cet apport au-delà de ce qui est utilisé souvent aujourd'hui. Vous savez peut-être qu'en Grande-Bretagne, l'évaluation de la recherche, le Research Excellence Framework, comme il est appelé, le REF, utilise l'impact, mais de façon assez rudimentaire et presque naïve, je dirais, et ce qui conduit à des choses un petit peu pénibles à lire pour moi, qui sont des récits un peu d'autopromotion des chercheurs et des chercheuses et des institutions autour de l'impact de la recherche. Donc ça, c'est le premier chantier. Le deuxième chantier, il est méthodologique, c'est-à-dire qu'il faut parvenir à montrer ce chemin qui va de la recherche en sciences humaines et sociales vers l'innovation. On peut le faire par la mesure et par des indicateurs quantitatifs. On peut le faire et on doit le faire dans d'autres cas par le récit d'études de cas. L'INRA, l'Institut national de la recherche agronomique en France, a développé des façons de le faire tout à fait intéressantes. On peut le faire aussi par la cartographie de réseaux de collaboration. Je crois qu'on peut s'appuyer sur le travail qui avait été financé par Swiss Universities sur les performances de la recherche en sciences humaines et sociales il y a quelques années. Et enfin, le troisième chantier, c'est bien sûr les indicateurs et les données. Et là, je renvoie à nouveau au travail de mes collègues Hugues Jeanneret et al., qui montrent que sur certains aspects, notamment du côté de l'entreprise, du marketing, nous avons des données, mais qu'on est très pauvre en indicateurs et en données. Et je pense que ce rapport est important parce qu'on prend date finalement, et ça nous permet de voir
où nous en serons au niveau de ces indicateurs et de ces données, et des méthodes aussi, où nous en serons dans 4 ans pour le prochain rapport sur la recherche et l'innovation en Suisse. Merci beaucoup en tout cas pour cette, on va dire, très précis et puis extrêmement pointu sur la question. Pour la prochaine question, vous parliez un tout petit peu du futur, on va un tout petit peu y rester. So, die Klimafrage und natürlich auch die Covid-19-Pandemie erschüttern unsere Gewissenheit und zwingen uns, das System als Ganzes zu hinterfragen. Und meine Frage ist, hilft uns ein stärker auf die Geistes- und Sozialwissenschaften ausgerichteter Innovationsanstand die Zukunft besser zu antizipieren? Et je pose la question à Monsieur Venkato et Monsieur Édouard Bugnon. La parole est à vous. J'y vais alors. D'abord, vielen Dank für die Frage. Ich denke, sie beinhaltet 2 Aspekte. Der eine ist, ob man den Innovationsansatz, den wir jetzt, das haben wir verstanden, sehr technologisch ausgerichtet ist, integrieren muss mit geistessozialwissenschaftlichen Perspektiven. Da würde ich sagen, ja, auf jeden Fall. Ob die Geistessozialwissenschaften jetzt die besseren Antizipatoren und Propheten sind, das wage ich jetzt zu bezweifeln. Ich denke, es gibt wie 2 Blicke, einen zurück in die Geschichte und einen in die Zukunft, und beide zeigen uns eigentlich eine fundamentale humane Einsicht. Es kann immer anders kommen, als wir immer denken. Und Krisen wie diese sind eine gute Einübung im Umgang mit Ungewissheiten, und ich glaube, dazu braucht es viel Reflexion, und diese Reflexion können Sozial- und Geisteswissenschaften bieten. Wichtig ist, dass sie das nicht im stillen Kämmerchen tun, sondern eben zusammen mit jenen, die andere Initiativen, andere Technologien, andere Innovationen vorantreiben. Das scheint mir in der Integration der geistes- und sozialwissenschaftlichen Perspektive eigentlich der relevante Punkt zu sein, das zusammen mit anderen zu machen. Merci. Alors, merci beaucoup. Moi, je ne viens pas du monde des sciences humaines et sociales, donc j'ai beaucoup de peine à me prononcer sur le rôle. Je pense que on est dans une phase de transition tellement accélérée que c'est très difficile d'anticiper. C'est possible d'observer par contre des changements factuels. C'est un peu comme si les plaques tectoniques se déplacent. Donc on se retrouve dans une logique où finalement on est tous conscients que le monde de demain sera très différent du monde d'aujourd'hui. On peut faire de la futurologie pour essayer de l'anticiper, mais ce ne sera pas moi qui vais le faire. Par contre, il est très important d'observer les changements qui se passent en temps réel. Et je pense qu'il y a des changements très profonds qui sont en train de se passer, et certains sont irréversibles. Je pense que la transition vers la numérisation, elle est cette fois irréversible. Dans un pays qui est extrêmement réfractaire à la numérisation, on va quand même finalement se débarrasser du papier pour un grand nombre de choses. Je pense que là, il y a un certain nombre de choses qui vont s'établir et on ne va pas revenir en arrière, on a accéléré les choses. Après, je pense que l'autre élément sur lequel, en tout cas, il y a un changement, il y a une prise de conscience très profonde, c'est sur l'interdépendance d'un système globalisé au niveau des chaînes de production, des dépendances. On a beaucoup parlé de souveraineté alimentaire dans les années précédentes. Là, on est en train de se rendre compte qu'on a des dépendances qui n'étaient pas anticipées et que donc les pays vont s'assurer qu'ils vont avoir moins d'interdépendance ou une interdépendance plus contrôlée. Après, les choses ne vont pas magiquement se transformer non plus, hein. Et je pense qu'il y a une observation qui est assez intéressante, c'est qu'il y a eu un pont aérien temporaire qui a été mis en place par les hôpitaux de Suisse romande pour avoir du matériel de consommable médical, hein. Il y a 14 avions qui ont fait des allers-retours. Et puis, on a remplacé ce pont aérien par en fait des bateaux. Donc, on est revenu aux bateaux. On n'est pas revenu à un monde où on produit localement. On a utilisé les avions en tant que mécanisme d'urgence, et puis on a pu remplacer, c'est une bonne chose, l'avion par le bateau, qui était le mécanisme classique pour importer du matériel de Chine. Donc, les choses évoluent. On est très réactif. Après, il faudra être circonspect sur la profondeur de certains changements. Par contre, certains qui me paraissent très clairs, c'est qu'on va, et là c'est peut-être probablement une bonne chose pour le climat, je pense que la mobilité va se réduire.
on va quand même se rendre compte que la prise de conscience que la mobilité à outrance, subventionnée économiquement, n'était pas tenable. En tout cas, on peut espérer qu'on va vers une mobilité beaucoup plus douce, beaucoup plus contrôlée, beaucoup plus réfléchie, y compris dans nos vies professionnelles où finalement, on se rend compte qu'on voyageait beaucoup pour finalement beaucoup plus que nécessaire. C'est une excellente transition avec notre prochaine question. Vous parlez justement qu'il y a des changements profonds qui se passent et des vrais bouleversements. Et d'ailleurs, on remarque quand même qu'il y a un changement de valeur et d'acteurs autour de l'innovation actuellement. On voit qu'on parle beaucoup plus de co-construction en société pour la société. Quand même, on parle beaucoup plus de processus humains et collectifs, d'inclusivité, de durabilité. Et ma question... sachant que surtout c'est une lame de fond qui est portée par la jeunesse, par la nouvelle génération. Et je voulais un petit peu savoir comment est-ce que les entreprises en Suisse perçoivent ces changements et comment est-ce qu'elles les incluent. Et également comment cette jeunesse s'implique concrètement dans l'écosystème d'innovation en Suisse. Et donc je vais donner la parole évidemment à Nora Wilhelm et puis Christina Taylor sur ces points. Dankeschön. Ingrid hat es vorhin schon gesagt, wir befinden uns in einer industriellen Revolution. Aus meiner Sicht befinden wir uns auch in einer moralischen oder ethischen Revolution. Ein Konzept von Kwame Anthony Appiah, dass es in der Menschheitsgeschichte immer wieder Punkte gibt, wo man sich kollektiv entschieden hat, etwas, was vorher komplett normal akzeptabel war, plötzlich es nicht mehr ist. Man kann an Kinderarbeit denken, an Sklaverei, an das Konzept, dass Frauen nicht abstimmen sollen, gerade in der Schweiz ein nicht so altes Thema und so weiter. Und für mich, klar, wenn ich in die Zukunft schaue, dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es in ein paar Jahren oder in mehreren Jahrzehnten, je nach Anliegen, es wirklich schockierend sein wird, zu denken, dass wir jemals akzeptiert haben, dass wir so mobil waren, wie Eduard vorhin das gesagt hat, oder auch, dass wir es jemals akzeptiert haben, dass Menschen sterben für unsere elektronischen Geräte in den Fabriken, bei der Extraktion der Elemente, dass es so etwas gibt wie faire und unfaire Schokolade. Also Konzepte, die dann plötzlich sehr absurd erscheinen, wenn man zurückschaut. Und in diesem Prozess befinden wir uns, glaube ich, gerade. Und weshalb man oft noch sagt, ja, das wird von der Jugend getragen, ist, weil vielleicht haben wir weniger, dass wir verlernen müssen. Wir sind noch weniger von den Strukturen geprägt und unser persönlicher Erfolg, unsere Identität, auch mein Ego ist nicht an die Aufrechterhaltung eines Paradigmas gekoppelt oder an einer gewissen Struktur. Also habe ich vielleicht, und das ist vielleicht für die ganze Menschheitsgeschichte immer die Aufgabe der Jugend, neue Energie reinzubringen und Sachen zu hinterfragen. Und was da für mich zentral scheint, ist, dass es nicht die einzige Aufgabe der Jugend sein kann. Im Gegenteil, wenn wir glauben, dass neue Ideen nur aus dieser Ecke kommen oder die junge Generation stigmatisieren. Das sind die jungen Idealisten oder Idealistinnen, die kommen jetzt mit ihren großen Ideen, die waren auch schon so, und nicht in einen intergenerationellen Austausch kommen, dann werden wir diese Herausforderungen nicht überwinden können. Also das ist für mich zentral, dass wir nicht Labels an unterschiedliche Bevölkerungsgruppen tun und sie so stigmatisieren und eigentlich die Zusammenarbeit und den reichen Austausch limitieren. Wenn ich aber spezifisch auf die Frage eingehe, wie die Jugend aktuell eingebunden ist, ich denke, Christina kann dann besser als ich die Frage mit den Unternehmen noch abholen. Wir merken es auch hier, oder ich bin vermutlich die Einzige, die unter 30, 40 ist, würde ich jetzt mal schätzen. Und das ist oft auch normal, weil es hat auch Kompetenz und neues Wissen, das sich erarbeitet und das auch geschätzt werden muss und nur mit Jahren natürlich und Erfahrung kommen kann. Und gerade wenn es um Innovation geht, wenn es um Systemwandel gehen soll, dann braucht es unbedingt diese Diversität an Perspektiven, diesen Austausch und zwischen den Disziplinen, zwischen den Generationen, in der Schweiz auch zwischen den Regionen, zwischen den Sektoren und so weiter. Also das ist für mich den Prozess, wo wir uns gerade drin befinden, dass es nicht nur darum geht, ja, wir müssen der Jugend ein bisschen zuhören und wir müssen schauen, dass hier und da eine junge Person etwas sagen kann, sondern dass wirklich in diesen kreativen Austausch kommt. Und für mich ist Teil dieser moralischen oder ethischen Revolution, dass es für mich undenkbar ist, dass wir glauben, dass eine Expertin, ein Experte in seinem Kämmerli sozusagen mit einer Studie oder
mit einer Idee ein gesellschaftliches Problem wirklich lösen kann. Also Gleichstellung der Geschlechter kann nicht nur aus einer Expertisensicht kommen. Es braucht wirklich ein partizipativer Prozess, auch wenn wir das Bildungswesen erneuern wollen. Es braucht unbedingt die unterschiedlichen Akteure, die unterschiedlichen Sichtweisen und diese Zusammenarbeit, damit wir wirklich auf ein neues Paradigma kommen. Deshalb ist es für mich zentral, dass wir wirklich in der Diversität zusammenarbeiten und auch lernen, alle unsere Perspektive zu hinterfragen. Danke, Nore. Das gibt sehr viel Mut. Ich denke auch, um mit den Firmen mit so viel Enthusiasmus zusammenzuarbeiten. Was ich beobachte, dass viel Positives entsteht überall und dass wir die Rahmenbedingungen innerhalb der Firmen über einen gewissen, wahrscheinlich nicht ganz schnellen Zeithorizont verändern müssen, weil es geht immer um die Balance zwischen alt und neu innerhalb Firmen und das ist schwierig, das macht Angst, man muss das Kernbusiness schützen, man muss das Neue kreieren. Und was ich sehe, was jetzt einen großen Aufschwung hat, ist, dass man purpose-driven Innovationskulturen anfängt aufzubauen. Was ist der Sinn und Zweck einer Marke? Was will man wirklich für Produkte gestalten? Wie sollen sie nachhaltig einen Wert generieren? Und dass man so in einem Change-Prozess angefangen vielleicht mit dem Sinn und Zweck der Firma übergeht in die Strategie, die man dann neu schreiben kann, aus Sicht des Kunden, aus Sicht des Menschen, aus Sicht der Nachhaltigkeit und so sehr viel Veränderung anstoßen kann. Ich denke auch, was wichtig ist, ist die Entscheidungsprozesse sehr bewusst zu steuern in Zukunft. Heute sehe ich die sehr unbalanciert. Oft sind kurzfristige Businessziele im Vordergrund. Und da denke ich, ist es auch ein leichtes, viel balancierter, vielleicht mit Human-Centered Design, auch die menschliche Perspektive zu verbinden mit der Umweltperspektive und der Business-Perspektive, sodass man nicht in ein Entweder-Oder kommt, sondern in ein Und. Und so, ich denke, Schritt um Schritt über Projekte, über Firmenkulturen die Welt ein bisschen verbessern kann. Parfait, merci beaucoup pour vos réponses. Juste si jamais vous pouvez participer sur Twitter et commenter également avec le hashtag SSH_innovation si jamais vous voulez parler de la conférence sur Twitter. Comme on vient évidemment de longuement en parler, nous voyons que les valeurs et les concepts intrinsèques à l'innovation évoluent. Mais on voit aussi que les instruments de soutien à la formation, de la recherche et l'innovation intègrent... excusez-moi, je reprends juste ma question. Justement, en fait, en gros, mais est-ce que les instruments de soutien à la formation, à la recherche et à l'innovation intègrent pleinement ces évolutions? Et est-ce qu'il ne faudrait peut-être pas aussi donc justement faire évoluer, comme aussi vous l'avez aussi parlé un peu Christina, faire peut-être évoluer ces instruments, mais aussi les rapports entre les institutions, les entreprises et les enseignements des disciplines par exemple. Et comment est-ce qu'on peut y associer les sciences humaines et sociales de manière beaucoup plus explicite? Et la parole est donc à Ola Zenderstrom et Édouard Bugnon. Voilà, vous voulez commencer? Je peux commencer, je vais essayer d'arriver vers vous naturellement. Allez-y. Donc, moi, je pense qu'il n'y a pas vraiment besoin de nouveaux instruments, c'est-à-dire que les instruments existent, il faut mieux les utiliser, il faut mieux communiquer le fait qu'ils existent. Peut-être des mentalités à changer, mais je ne crois pas qu'il y ait besoin fondamentalement de nouveaux instruments. Je ne crois pas qu'il faut que les sciences humaines et sociales en particulier soient dans une logique de la plainte. La situation en Suisse est bonne et il y a des choses à faire évoluer. Je pense que du côté du Front National, par exemple, pour commencer par là, nous avons un instrument qui est plutôt une façon de marquer, si vous voulez, des projets dans les divisions, qui est la recherche fondamentale orientée vers l'application, anwendungsorientierte Grundlageforschung en allemand. Et c'est un instrument qui permet d'accompagner ce chemin de la recherche vers l'innovation. Et finalement, il n'est pas si utilisé que ça. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'il n'est pas toujours utilisé à bon escient. Et il ne permet pas toujours de faire ce travail qui permettrait un meilleur lien vers l'innovation. Donc ça, c'est du côté de la recherche fondamentale. Alors bien sûr, et c'est là que j'arrive vers monsieur
Union. Du côté du financement et de l'innovation, c'est bien sûr la tâche d'InnoSuisse. Et là, évidemment, on constate, et c'est dans le rapport de nos collègues, que seuls 5% des financements vont aux sciences humaines et sociales. Pourtant, il y a des instruments, Bridge, qui est en train de s'ouvrir maintenant davantage aux sciences humaines et sociales, existe pour accompagner des projets du Fonds national vers l'innovation. Donc là, il y a des instruments qu'on devrait aussi davantage utiliser. Et sans doute, il y a peut-être des mentalités à changer du côté d'InnoSuisse, donc des mentalités à changer du côté des chercheurs qui devraient davantage s'engager sur ce chemin vers l'innovation. Et peut-être qu'il y a des choses à changer du côté d'InnoSuisse. Et on va entendre mon collègue Édouard Beugnon là-dessus. Alors, écoutez, merci pour la transition que je m'y attendais. Donc, effectivement, il y a d'abord une cohérence entre les différents instruments du Fonds national et d'InnoSuisse. D'abord, il y a un projet commun qui s'appelle Bridge, qui permet de faire la transition explicitement entre les deux. Et puis, à l'intérieur d'InnoSuisse, il faut voir la manière dont InnoSuisse travaille. Nous finançons des projets de recherche qui sont de manière bottom-up, c'est-à-dire c'est là-bas sur la base d'évaluation de dossiers. Nous avons effectivement relativement peu de dossiers qui sont de l'innovation tirée des sciences humaines et sociales ou de modification de modèles d'affaires ou de modèles un peu différents. Mais ce n'est pas parce qu'on les accepte moins, c'est pas d'abord qu'il y a moins de volume de dossiers. On a explicitement mis en place un groupe de travail au sein du comité d'innovation. On a plusieurs groupes de travail avec chacun une thématique spécifique. Il y en a une pour les sciences de la vie, il y en a une pour l'informatique, il y en a une pour les sciences de l'ingénieur, et puis il y en a une qui regroupe l'innovation sociale et les business models avec des gens qui viennent de différentes perspectives et différents milieux, qui sont là pour évaluer les projets. Et puis les statistiques que l'on a, c'est que finalement, les projets soumis sont acceptés plus ou moins avec le même taux de participation et d'acceptation que les autres projets qui viendraient d'autres filières. Maintenant, il y en a effectivement relativement peu, ça peut s'encourager. InnoSuisse a une vocation de financer, d'aider les entreprises, qu'elles soient grandes ou petites du reste, de faire des projets de recherche fondamentale avec une participation d'égal à égal entre le partenaire académique et le partenaire d'implémentation. Donc la majorité des projets d'InnoSuisse nécessitent cet équilibre entre le partenaire académique, qui est du reste celui qui est financé, et le partenaire d'innovation qui est in-kind. Donc il faut arriver à trouver des relations, il faut trouver les liens. C'est quelque chose qu'on peut encourager, mais le modèle suisse, et je pense que c'est le bon modèle, c'est un modèle où finalement c'est du bottom-up, où on regarde les dossiers qui nous sont soumis et le conseil de l'innovation prend position sur les dossiers qui sont soumis. Moi, je fais partie du conseil d'administration qui en fait gère la gouvernance du conseil de l'innovation, donc nous ne prenons pas des décisions nous-mêmes. Après, ce que l'on peut mieux faire, on peut toujours mieux faire, mais je pense que les mécanismes existent. Et là, je pense que c'est un point sur lequel qui a déjà été identifié, c'est qu'on a les mécanismes en Suisse. Je pense que ce serait une erreur de construire des mécanismes additionnels, parce que ça, c'est plutôt l'apanage des pays qui ont la peur de se réformer eux-mêmes. En Suisse, on n'a pas peur de se réformer, on peut évoluer, donc il faut évoluer nos mécanismes, nos instruments. Je pense que le feedback est toujours utile plutôt que d'en créer des nouveaux. Alors justement, vous êtes quasiment des futurologues, weil die nächste Frage ist über die Schweizer Innovationssystem. Et comme vous avez dit, die Situation in der Schweiz ist gut. Und so, aber meine Frage ist, welche spezifischen Stärken kann das Schweizer Innovationssystem auf regionaler, nationaler und natürlich internationaler Ebene zur Geltung bringen? Und welche Rolle spielen dabei insbesondere die Geistes- und Sozialwissenschaften? Und auch letzte Frage, versteckt die aktuelle Covid-19-Krise diesen Mehrwert oder stellt sie ihn in Frage? Und so, unsere Frage geht zum Ingrid Kissling-Neff und Herr Venkato. Okay. Dann versuche ich ganz kurz, also warum sind wir so stark oder was machen die Stärken aus? Ich denke, ich habe mir 5 Dinge notiert, die ganz klassisch sind und ich glaube, die Personen, die hier anwesend sind, die kennen die. Das ist diese gute Zusammenarbeit zwischen Hochschulen und Unternehmen, die wir in der Schweiz kennen. Und dort natürlich zweitens auch der Faktor, dass die privaten Unternehmen sehr viel Geld in die Innovation investieren. Ich denke, das ist eine klare Stärke, auch eine Besonderheit der Schweiz.
Es kommt hinzu, dass wir eine besondere Landschaft auf der Ebene der Unternehmen haben, also KMU. 99,7% sind KMU, sind der Innovation verpflichtet. Ich denke, das ist ganz wichtig. Und darunter liegt, und das ist auch etwas, was von großer Bedeutung ist, ein sehr leistungsfähiges Bildungs- und Forschungssystem. Einer der Behauptungen oder Hypothesen ist ja immer auch, dass die Schweiz so stark ist, weil sie so viel Grundlagenforschung hat. Also das Verhältnis Grundlagen zu angewandter Forschung ist ja bei uns 4:1. Das heißt, es geht viel mehr in die Grundlagen, die dann eben auch diese soziale Innovation ausmachen. Ich denke, das sind Gründe, warum wir so stark sind. Ich denke, Covid hat eigentlich gezeigt, dass die Zivilgesellschaft auch ganz viel produziert, ganz viel Innovationskraft an sich hat. Und es ist nicht nur die Forschung an sich in der Medizin, die uns hilft, hoffentlich aus dieser Krise herauszukommen, sondern es sind natürlich auch all diese Soft Factors, diese sozialen Initiativen. Und die wiederum, die funktionieren in Partnerschaft zwischen Staat, Wirtschaft und Zivilgesellschaft. Also ich denke, Covid hat gezeigt, unser System ist stark. Wir haben ein gutes Bildungssystem, das uns hilft. Wir haben ein gutes Forschungssystem. Wir sollten aber wahrscheinlich auch aus dieser Stärke, aus diesem Zusammengehen, das wahrscheinlich wirklich top ist in der Schweiz zwischen Staat, Wirtschaft und Gesellschaft, daraus sollten wir etwas mehr machen. Und da finde ich diesen Mehrwert etwas hervorzuheben und auch dafür zu sorgen, dass er nachhaltiger wird. Das wäre sicher eine Aufgabe der Sozial- und Geisteswissenschaft. Also vielleicht ergänzend dazu, was Sie gesagt haben, Frau Kissling-Neff, ein Erfolgsfaktor der Schweiz ist bestimmt auch die gute finanzielle Alimentierung des Bildungs- und Forschungssystems, die hohe internationale Vernetzung, aber auch die kurzen Wege zwischen den Hochschulen. Das fördert quasi den Innovationsgeist. Ein blinder Fleck auf dieser Karte sind für mich noch die Fachhochschulen, also insbesondere die weichen Disziplinen dort. Ich glaube, dort sind die Förderagenturen, sie wurden genannt, Bridge und InnoSwiss, eigentlich auf gutem Wege. Wir hatten ja im Oktober einen größeren Anlass zum Thema soziale Innovation, wo sich Bridge und auch die Verantwortlichen von InnoSwiss den Fragen der Forschenden gestellt haben und auch gewillt sind, dort entsprechende Gefäße zu schaffen, damit solche Innovationsprojekte besser zur Geltung kommen können. Also ich denke, wir sind auf gutem Wege, diese Integration nachzuvollziehen. Und ob jetzt die Covid-Krise den Mehrwert noch deutlicher macht als bisher, das kann ich jetzt so auf die Schnelle noch nicht sagen. Das ist, glaube ich, noch zu früh. Je voudrais juste me prononcer sur les différents mécanismes de distribution de ressources, surtout d'un point de vue non académique. Je voudrais quand même soulever la perspective que ce qui est aussi sorti dans le rapport, que finalement il n'y a pas seulement au moins seulement 5% qui va dans les sciences sociales, mais également peu de soutien pour des organisations qui ne sont pas dans l'académie, donc des ONG, des toutes petites entreprises, des personnes qui font des projets, la société civile et ainsi de suite. Et à ce niveau-là, il me semble qu'il y a un manque de soutien pour ce type d'innovation. Et juste pour ajouter encore un petit élément, il y a pour moi pas mal d'assumptions, d'hypothèses, de choses qui sont présupposées sur comment fonctionne vraiment la majorité ou presque tout nos systèmes de financement. Donc également, si on regarde au sein d'une fondation, les logiques, c'est souvent on reçoit un dossier, ensuite il y a un processus de sélection qui dure assez longtemps, où finalement il y a un petit groupe de personnes qui prend une décision et ensuite on reçoit l'argent, etc. Donc c'est un processus très lent, très bureaucratique, basé sur des choses écrites. Donc juste pour ouvrir aussi la perspective du nombre de personnes qu'on exclut, rien seulement à cause de ce processus. Donc des gens qui peut-être sont extrêmement doués pour faire leur projet, pour innover, pour amener des nouvelles choses, mais pas pour formuler un dossier écrit, par exemple. Donc juste cette hypothèse que c'est ça qui permet la sélection des meilleurs projets, c'est quelque chose où je mettrais un peu un point d'interrogation. Un autre aspect, c'est qu'on met avec ce genre de mécanisme souvent les acteurs et les actrices qui sont en service d'une innovation, d'un changement sociétal en compétition pour l'argent. Donc effectivement, si je suis en compétition aujourd'hui pour l'argent, pour faire mon travail, pour
pour apporter ma contribution, je vais peut-être pas partager mes ressources, mes connaissances, mes idées avec l'autre organisation avec laquelle je serai l'année prochaine de nouveau en compétition pour un certain type de ressources. Et il y a des mécanismes à l'international de financement extrêmement innovants où, par exemple, on pourrait mettre les millions d'InnoSuisse à disposition en une journée. On invite tout le monde qui s'est proposé avec un dossier et c'est les gens eux-mêmes qui décident en votant les uns pour les autres quels sont les projets qui seront réalisés. Pour donner un exemple assez radical du changement de dynamique de pouvoir entre ceux qui décident où l'argent va et ceux qui veulent mettre en œuvre des projets, qui vient dans ce cas-là d'une organisation anglaise qui s'appelle EDGE. Il y a un rapport qui a été publié avec Ashoka, Skull Foundation et autres, qui vraiment souligne ça de manière très, très intéressante, le manque de financement qui soutient finalement le changement systémique. Donc en Suisse, à mon avis, de mon expérience, 10 ans que je fais du fundraising, ça ne manque pas pour des petits projets sociaux, ça ne manque pas forcément dans certains domaines aussi de tout ce qui est start-up, d'incubation, etc. La recherche, comme vous l'avez dit, il y a des bons instruments en place. Mais où est-ce que je trouve de l'argent pour un projet qui veut œuvrer à un changement de système? Ou par définition, je ne peux pas encore dire quelle est la solution exacte qui va en ressortir. Je vais inviter les acteurs à participer à un processus collaboratif et d'innovation qui va créer cette solution. Et souvent, la réaction des instruments de distribution de ressources ou des fondations, c'est « mais c'est quoi votre solution ?» Et finalement, pour moi, la réponse sera « mais si on savait la solution, on n'aurait pas besoin de faire un processus d'innovation ». Donc, il y a quand même pour moi dans toute cette dynamique de financement, etc., en Suisse, un blind spot, comme elle dit, sur la thématique de est-ce qu'on arrive à financer des choses qui vont vraiment être innovantes et qui vont aider à un changement de système. Donc, pas juste un nouveau produit ou un nouveau service à mettre sur le marché. Voilà, juste pour donner cette perspective. Wenn ich hier noch einen oder zwei Sätze ergänzen kann, ich denke, in diesem Zusammenhang spielen die Stiftungen, auch Gebert Trüff, Mercator und so weiter, Migros und so weiter, eine ganz große Rolle, oder? Absolut. Und für diese Mischprojekte ist es ganz schwierig, in die traditionellen Fördergefäße hineinzukommen. Oder wir finanzieren Forschung und zusammen mit Unternehmen, wir finanzieren aber diese zivilgesellschaftlichen Innovationen, diese finanzieren wir nur partiell. Alors, si je peux juste abonder, parce qu'on est vraiment sur un point important, sur ce qui vient d'être dit, je crois que c'est vraiment très important, c'est-à-dire que pour l'instant, le débat est beaucoup sur les disciplines scientifiques constituées. Je pense que c'est très important de voir que l'innovation, là aussi, c'est un changement d'optique, c'est-à-dire elle se passe, elle ne vient pas forcément de personnes. Ce n'est pas un transfert des sciences ou même des sciences sociales. Elles émergent des acteurs sociaux. Et je crois là, il y a des possibilités à nouveau au niveau du Fonds national, mais peu exploitées pour faire de la recherche transdisciplinaire. Donc là, en accompagnement entre la société civile et des chercheurs, mais il faut mieux les visibiliser, mieux les communiquer. Et comme disait Nora Willem et comme le disait Ingrid Kistling-Neff, je pense qu'il y a beaucoup à faire pour mieux favoriser cette innovation-là, parce qu'elle est très vive. Et on peut prendre l'exemple, j'étais il y a quelques semaines avec mon collègue Alain Kaufmann, qui est dans le film de l'Université de Lausanne. Nous étions à l'Assemblée nationale en France pour soutenir la mise sur pied de ce qu'on appelle la recherche avec le tiers secteur, c'est-à-dire qui vise donc à financer de façon officielle par le ministère de la Recherche le type de recherche qui vient d'être évoqué. Je pense que c'est extrêmement important que ces choses-là se développent en Suisse. Et alors justement, vous parliez beaucoup Nora, de changements systémiques et il y a vraiment des besoins de prendre à bras-le-corps ces questions-là. Et notamment, il y a un secteur qui connaît un changement, on va dire, drastique et en même temps complexe, c'est celui du travail. Et on voit qu'à la fois, il connaît cette accélération due à la transition numérique. Et on voit aussi quand même qu'il y a des demandes d'exigence de durabilité et des renversements aussi de valeurs puissants qu'on a pu voir notamment même pendant cette crise du Covid-19 entre cette question, alors pardonnez-moi, excuse my French, comme on dirait, bullshit job versus des jobs à très haute valeur pour la société. Cette question de fracture générationnelle au sein même des fois des entreprises ou même des instituts académiques. L'invisibilité peut-être aussi la question justement de l'invisibilité des minorités. Et ma question c'est comment est-ce que les sciences humaines et sociales peuvent justement répondre à ces problématiques et existe-t-il justement des initiatives concrètes en
en Suisse qui planchent là-dessus. Et donc c'est vrai que je vais repasser donc la parole à Nora Willem et aussi à Monsieur Venkato. Et j'avoue que j'aimerais aussi avoir la vue de Christina Taylor, vu qu'elle a aussi vraiment dans ce monde à la fois start-up et puis en même temps comment est-ce qu'on peut faire cette passation. Et je trouverais intéressant d'avoir votre point de vue aussi là-dessus. Je vous laisse commencer. Also vielleicht noch ergänzend zu diesem wichtigen Punkt, den Nora Wilhelm aufgeworfen hat, nämlich, das ist eine ordnungspolitische Frage, ob man über durch Steuern alimentierte Förderagenturen auch NGOs finanzieren kann. Das war ein ganz heißer Diskussionspunkt an dieser Tagung im Oktober. Und natürlich immer, wenn es um Ordnungspolitik geht, geht es um Systemänderungen. Und es war aber auch deutlich von allen Praxispartnern, die jetzt in diesem sozialen Innovationsfeld tätig sind, der Wille geäußert worden, dass man eigentlich solche Kooperationsprojekte nicht in die Praxis umsetzen kann, wenn der Praxispartner selber nicht auch einen Teil des Budgets zur Verfügung gestellt bekommt. Ich glaube, diese Diskussion ist im Gang und was wir feststellen jetzt bei den Projekten aus diesem Bereich ist, dass tatsächlich, ob jetzt das Sozialdienste sind oder Pflegeheime oder Bereiche der Arbeitsintegration, sie greifen immer stärker auf das Know-how der Hochschulen zurück und da ist wirklich ein großes Potenzial vorhanden, das man ausschöpfen sollte, sowohl von den Hochschulen selber, die vermehrt auf die Praxis und die dort tätigen Institutionen zugehen sollten, als auch von den Förderagenturen, um entsprechend flexible Fördergefäße zu öffnen, wie das private Stiftungen schon seit Jahren machen. Vielleicht kann ich ein kleines Erlebnis erzählen, das ich letztes Jahr gehabt habe. Ich war in Helsinki an einer Konferenz, initiiert von einer Firma IFTF.org. Das ist auch eine Stiftung aus dem Silicon Valley, die Forschung macht und die stellen dort immer so ihre 20-Year Forecast vor. Was aber speziell war dort, ist der Staat von Finnland hat extrem in das wie innoviert Finnland investiert. Das heißt, sie haben große Förderprogramme aufgestellt in Human-Centered Design, in Future Thinking, wo sie als Staat versucht haben, die Kompetenz, wie wir Probleme lösen, in einer ganzheitlichen Art als Kompetenz des Landes aufzubauen und so haben sie dann Brücken geschlagen zwischen den verschiedenen Teilnehmern, dem Staat, Stiftungen, Firmen oder auch einer Community von Facilitatern, die dann den Firmen geholfen haben, diese innovativen Ideen von A nach B zu bringen. Weil ich denke, ein Problem, das wir hier auch in der Schweiz haben, ist, dass die Kompetenz, wie man komplexe Probleme löst in einem Ökosystem, also wie man an Geld kommt, wie man Technologien zusammenfügt, wie man Kundeninsights integriert, schwierig ist und auch viele KMUs ziemlich überfordert sind, das in einer schnellen, produktiven und auch qualitativen guten Art umzusetzen. Also da sehe ich eine Lücke und ich war fasziniert, wie die nördlichen Länder in Europa stark nicht nur auf das Wo, in das Was investieren wir setzen, sondern auch auf das Wie und das proaktive Fördern, eigentlich Disziplin übergeordnet. Merci pour ce bel exemple. De mon côté, quand je pense à la question de sens et surtout ce concept de bullshit jobs et jobs à valeur pour la société, effectivement, la crise nous a montré dans une certaine manière quels sont les rôles, quelles sont les contributions qui sont absolument fondamentales à ce que la société continue à fonctionner, que l'apport en nourriture, par exemple, soit assuré, et ainsi de suite. Et beaucoup d'experts et de journalistes se sont prononcés sur la question qu'effectivement, il y a un peu une hypocrisie dans le système, qu'on veut bien applaudir à 8 heures du soir les personnes qui travaillent dans le domaine de la santé, par exemple, mais augmenter leur salaire, il n'en est pas question. Donc c'est vrai qu'on a, pour moi, un problème systémique, un problème d'inégalité qui est en train d'augmenter dans simplement le paradigme
du capitalisme néolibéral où on essaye de récompenser le plus possible les gens qui ont des rôles qui amènent finalement à la génération de beaucoup d'argent et pas forcément à la génération de beaucoup de valeurs si on comprend valeur dans le sens de la survie de notre espèce humaine. Donc, par exemple, les personnes qui s'occupent des enfants, des personnes âgées, de la nourriture, des soins de santé, ainsi de suite. Donc là, pour moi, il se pose cette question, quelles sont nos valeurs, quels sont les principes éthiques sur lesquels on veut baser notre société. Et je pense qu'on est aussi, par cette crise, invité à bien regarder notre système actuel en face et se poser les bonnes questions pour regarder comment est-ce qu'on voudrait aller de l'avant et quelle adaptation potentielle on voudrait faire. Et cette problématique, elle se montre pas seulement, donc c'est pas pour dire les pauvres gens qui n'ont pas de privilèges, qui sont pas assez payés. Je pense que c'est aussi quelque chose qui se voit en Suisse dans la classe plus privilégiée ou qui a plus de ressources financières avec le nombre de dépressions, de burn-out, d'abus de drogue, notamment on appelle Zurich la capitale de la cocaïne. C'est peut-être pas pour rien. Donc il y a des suicides de managers, le CEO de Swisscom il y a quelques années, c'est un exemple que je pense qui a ébranlé la Suisse. Donc on voit quand même, surtout peut-être statistiquement chez des hommes qui ont eu une certaine carrière, d'un coup une question, est-ce que c'est vraiment ça le sens de la vie? Est-ce que ça me remplit vraiment? Est-ce que je suis vraiment heureuse dans la situation actuelle? Et quelque chose qui se remet en question. Donc pour moi, il faut absolument que la contribution des sciences sociales ici que je vois, c'est qu'il y a une contribution qui peut se faire dans la documentation du statu quo, de ce qui est en train de se passer, et d'élaborer, d'explorer, de documenter des possibles alternatives et aider ainsi la société à aussi façonner de nouveaux narratifs. Je pense que c'est quelque chose qui est central et qu'on essaye de fermer ou mettre peut-être une bridge, peut-être d'où le nom de ce mécanisme entre science et policy. Donc la science policy gap, vraiment faire ce pont qu'en fait on sait que certaines choses ne peuvent pas continuer, par exemple du côté environnemental ou du côté social, et pourtant on le fait. Donc il n'y a pas de changement qui est œuvré. Donc pour moi, il y a beaucoup de marge de manœuvre ici. Il y a aussi plein d'initiatives qui vont dans la bonne direction, qui proposent des nouvelles solutions, qui proposent des alternatives. On débat en Suisse sur le revenu inconditionnel brut. On a des nouvelles organisations. Christine a mentionné les For-Purpose Organizations avant, le mouvement TEAL, etc. Donc il y a des développements, mais c'est vrai qu'il reste beaucoup à faire pour réussir à transitionner d'une économie, je pense, orientée sur l'aspect simplement purement monétaire à une économie orientée plus sur la valeur. Et ce n'est pas seulement une question éthique, c'est une question de nécessité, de survie de notre espèce. Alors justement, il y avait quelqu'un qui a fait une très très bonne remarque. Peut-être tout simplement, est-ce qu'on ne pourrait pas envisager ce qu'on appelle un changement de ROI, Return on Investment, en Return on Impact? Est-ce que ça pourrait évidemment changer le paradigme? Mais c'est Nadine Reichenthal, que je salue bien, que je connais de Lausanne, qui a fait cette excellente remarque. Und jetzt, alors on a parlé du travail, mais il y a aussi un autre domaine qui n'est pas toujours très mis en avant. Kunst und Kultur im weitesten Sinne sind grundlegende Elemente des Geistes- und Sozialwissenschaften. Dennoch werden sie immer noch sehr wenig einbezogen, ja sind geradezu marginal in Innovationsprozessen. Und wie erklärt sich diese Tatsache? Wie können sie besser berücksichtigt und integriert werden? Und gibt es Initiativen, die in diese Richtung gehen? Et la parole est donc donnée à Nora et à Ola Zunderström. Ola, tu veux commencer? Ton micro. Merci. Oui, je crois que là, il y a aussi un effet d'optique, c'est-à-dire que l'art et la culture font partie des mécanismes et des processus d'innovation, et pas seulement, comme on peut tendre à le penser, à des mécanismes d'innovation culturelle, c'est-à-dire qu'un nouveau mouvement artistique, une nouvelle forme d'écriture. On le sait, d'ailleurs l'étude le montre bien, que l'art et la culture sont impliqués dans l'innovation que nos collègues appellent technoproductive, dans les industries créatives, par exemple, les villes créatives, qui est une chose sur laquelle j'ai travaillé. On investit beaucoup pour faire venir des artistes, des graphistes, parce que on pense qu'ils sont porteurs, et on sait qu'ils sont porteurs d'innovation.
Et l'exemple de l'horlogerie est un exemple où les graphistes, les artistes sont impliqués dans le processus de production et de mise sur le marché de ces biens. Donc moi je pense que ce qui est important, c'est vraiment d'arriver à saisir qu'est-ce que l'art et la culture, quelle forme d'innovation et quelle capacité propre elles apportent. Donc dans les exemples que j'ai donnés, il y a la production esthétique, dans l'exemple de l'horlogerie par exemple, il y a la production de sens, mais il y a aussi d'autres choses, c'est-à-dire qu'il y a cette capacité de l'art et de la culture de cristalliser un moment historique, un état de la société, des anxiétés, des projets, et de les communiquer de façon synthétique, par visuellement, par l'écrit. Et puis, je pense qu'il y a une capacité qui est documentée par l'histoire des sciences, qui est d'anticiper le futur. On le sait par les travaux sur les sciences et la culture au tournant du 19e et 20e siècle. Donc là, il y a quelque chose, je pense, il y a quelque chose à visibiliser à nouveau, et qui existe et qui est relativement bien documenté aussi, même du point de vue des chiffres. Alors peut-être de façon plus concrète pour conclure, pour dire ce qui existe, donc à nouveau je parle au nom du Fonds national, il y a une tendance intéressante, pas encore très forte, mais qui se développe ces dernières années, qui est de faire de la recherche avec des artistes, et nous avons au sein de la division 1 des projets qui viennent depuis des années maintenant dans cette direction-là. Elles sont traitées par le panel art. Il y a des personnes très, très qualifiées, très intéressantes qui, dans les écoles d'art, travaillent avec des chercheurs ou l'inverse pour proposer des recherches innovantes et peut-être de l'innovation. Donc ça existe. Maintenant, peut-être juste avant de passer la parole à Nora, dire il faut quand même faire attention, c'est-à-dire qu'on parle constamment au fond de l'innovation et du rôle qu'on peut jouer. Je crois aussi que nous faisons ça dans les sciences humaines associées, notamment dans l'art et la culture, pour d'autres raisons que pour contribuer à l'innovation. Je pense qu'il faut aussi mettre des limites à des tendances utilitaristes, qui n'est pas forcément la vocation première de l'art et de la culture. Mhm. Dankeschön. Ja, für mich hat der Bericht und das Video gut aufgezeigt, dass es eigentlich ein Missverständnis gibt, was Innovation überhaupt ist, wozu sie da ist und wie sie entsteht. Und für mich ist Innovation also in dieser Linie auch nicht ein Produkt oder nicht nur ein Produkt, es ist noch weniger nur eine Technologie, sondern es ist wirklich ein neuer Entwicklungsschritt. Und für mich ist Innovation auch nicht neutral. Ich war mal in einem sehr spannenden Gespräch mit NGOs wie WWF und anderen und auch der SAGUF, wo es darum ging, zu versuchen, die Förderung der Innovation in der Schweiz in den SDGs, in den Nachhaltigkeitszielen, die wir als Schweiz unterschrieben haben und uns verpflichtet haben, sie da zu verankern und wirklich sozusagen eine ethische, eine umweltliche, eine soziale Nachhaltigkeit als Grundlage zu nehmen, auch für die Innovation. Und weil das offenbar heute noch nicht der Fall ist. Und dieses Projekt oder dieses Gespräch ging dann zu Ende, weil das Projekt wurde nicht finanziert. Also für mich gibt es da einen spannenden Punkt noch, dass wir wirklich hinschauen müssen, wozu dient die Innovation. Und natürlich finde ich es einen spannenden kreativen Prozess, wenn ich ein Publikum überzeugen kann, dass sie etwas brauchen, was sie eigentlich gar nicht brauchen. Und ich schaffe es, das ihnen zu verkaufen und zu vermarkten. Und es ist ein Erfolg. Natürlich ist es spannend und innovativ und es wird dann vielleicht im BWL-Studium jahrelang studiert als super Beispiel und so weiter, aber es ist wirklich das Sinnvollste, was wir tun können. Es ist wirklich jetzt der beste Einsatz von unserer Energie, wenn wir wissen, wo wir als Menschheit stehen, gerade in Bezug auf die ganze Transition, die bevorsteht und wo wir wirklich voranschreiten müssen bis 2030, um wirklich als Menschheit eine Chance zu haben auf eine schöne, bessere Zukunft, eine friedliche Zukunft. Und da für mich gibt es wirklich einen Dialog, der sich auch noch in der Gesellschaft entwickeln kann, wo wir auch noch zwischen den Disziplinen uns gewisse Fragen stellen können. Und es ist für mich zentral, das da zu anerkennen, dass wenn wir nur fokussiert sind auf, was können wir messen, was können wir an den Markt bringen, was können wir quantifizieren, das hat auch der Bericht schon gesagt, dann schneiden die Sozial- und Geisteswissenschaften nicht so gut ab, wenn es um den Beitrag zur Innovation geht und Kultur und Kunst noch weniger, weil man kann es noch weniger quantifizieren. Und gleichzeitig, glaube ich, wenn wir uns persönlich fragen, schon nur Innovation im Internen, wenn
dann hat sich für mich wirklich ein Paradigma grundlegend geändert. Und zwar so stark, dass ich am nächsten Tag bereit war, meine Verhaltensweise zu ändern, eine Entscheidung anders zu treffen, mein Konsumverhalten zu ändern zum Beispiel. Und das ist oft in einem Erlebnis, also in einem kulturellen, in einem Erlebnis mit Kunst, in einem sozialen Umfeld und nicht unbedingt wegen einer spezifischen Technologie. Und innerhalb von Collaboratio Helvetica gibt es unterschiedliche Bereiche, wo das versucht wird. Also es gibt etwas, was wir Social Arts nennen. Das kommt unter anderem auch von der Theory U, vom MIT, dem Presencing Institute in den USA, wo es wie mit Generative Scribing, also jemand zeichnet, währenddessen ein Gespräch, wie zum Beispiel hier, stattfindet und versucht so nicht nur, was gesagt wird, sondern auch das, was zwischen den Linien mitschwingt, zu erfassen. Und es gibt andere Formen, wo wirklich die Kunst sich einbringt in diese Gespräche, diese Prozesse der Innovation. Und andersrum, wo Kunst genutzt oder eingesetzt werden kann, um eine persönliche Reflexion anzustoßen. Zum Beispiel gab es im Umfeld von Collaboratio Helvetica einen Dialogabend, also eine Gruppe, die einen Dialog geführt hat zu einem gewissen Thema, angestoßen oder vielleicht mobilisiert durch eine Kunstausstellung. Also man betrachtet die Kunst und vielleicht geht es in der Kunst um die Natur, es ist ein Bild aus der Romantik und dann spricht man über Klimawandel oder was mein persönlicher Bezug zur Natur ist. Also die Kunst kann nicht nur das Resultat sein von Innovation, sondern auch mit einfließen, einen Prozess begleiten oder sogar die Innovation oder den Wandel noch verstärken. Alors justement, on va passer, c'est une très bonne transition parce qu'à la fin, on va passer de la question de la très grande créativité à en fait un petit peu une question, on va dire, piquante avant d'entrer au Q&A parce que je vois que le temps tourne très très vite. Et c'est vrai que justement dans cet imaginaire collectif, l'innovation et surtout l'innovateur sont associés à la liberté, la transgression. Et justement, quand on lit le rapport, on voit qu'une des principales fonctions des sciences humaines et sociales est d'encadrer cette innovation par les lois, par des réglementations, par des codes et des normes. Et finalement, est-ce que c'est pas, ça pourrait paraître contradictoire? Et est-ce que finalement, c'est un peu la question philosophique de tout ça, est-ce qu'on a besoin de règles du jeu pour innover? Et c'est donc Ingrid Kissling-Neff qui s'y colle à cette question, ainsi que Christina Taylor. Dann fange ich an. Danke herzlich für diese Frage. Aus meiner Sicht ist es ja das Wesen der Kreativität und Innovation, dass man immer wieder Kontraste zusammenbringt. Das heißt, man bringt extreme Struktur und Restriktion zusammen mit totaler Freiheit und frei zu denken wie Kunst. Und um das zu balancieren, dass das in einem einigermaßen auch wirtschaftlichen Kontext balancieren kann, da braucht es immer ein Regelwerk. Ich denke, die Regelwerke sind heute sehr gut. Wir haben sehr viele Methoden, wir haben Skills, wir wissen, wie es geht. Es wird auch immer wieder vermittelt in diversen Kursen, aber in der Anwendung tun wir uns schwer. Als Beispiel, wenn wir ein Traumteam bei Creaholic zusammenstellen, wenn wir eine Challenge haben, wie wir was angehen können, dann suchen wir immer ein paar extreme Denker, ein Künstler, ein Ingenieur, ein Customer Experience Designer, ein Business Analyst. Wenn die aber nicht alle innerhalb der gleichen Denkweise sind oder Einstellung oder auch ein Buy-in zum gemeinsamen Prozess haben, wird es sehr schwierig, das zu führen. Und daher denke ich, dass die Methoden, die Prozessführung wird immer wichtiger und das ist ein Wunsch, dass man das vermehrt auch lernt an diversen Schulen. Es ist ein sehr guter Anfang da, den ich sehe bei jungen Leuten, die kommen, die da eine ganz andere Kompetenz mitbringen, aber da dürfte es durchaus noch breiter abgestützt sein. Ich würde noch gerne wieder noch einmal auf die Frage, auf den Kern der Frage zurückkommen. Ja, können das die Geistes- und Sozialwissenschaften überhaupt? Weil eigentlich sind ja Disziplinen wie zum Beispiel das Recht rahmensetzend, sie definieren den Handlungsspielraum und so weiter. Also wenn man in Disziplinen denkt, bin ich tatsächlich der Meinung, dass dieser Widerspruch eigentlich nicht existiert. Das Recht hat einfach eine bestimmte Funktion, indem es Regelwerke schafft. Aber viele andere Disziplinen, die also den Geistes- und Sozialwissenschaften gehören,
die sind ja auch sehr kreativ. Und wenn man die Untersuchung der FHNW, glaube ich, zur Nationalfondsstudie, wer überhaupt innoviert, wer überhaupt neue Unternehmen schafft, dann sieht man ja auch dort, also oben ausschwingen die VWL, die BWL und die Künste. Also dort ist eine große Kreativität vorhanden. Und ich denke, gerade wie das Christine auch gesagt hat, es braucht diese Regeln. Aber es braucht natürlich auch den Rahmen und innerhalb dieses Rahmens kann man sehr kreativ sein. Und dass vielleicht das Recht dort eine etwas spezielle Rolle spielt, weil vor allem dort der Rahmen definiert sein muss, sei staatlich oder auch privatwirtschaftlich. Das mag sein, aber das Spannungsverhältnis belebt ja auch die Kreativität. Also wenn ich keine Limiten habe, dann habe ich auch, dann findet die Sprengkraft der Innovation gar nicht so richtig statt. Als wir hier zum Beispiel für New Work die Räume eingerichtet haben, hat mir mal ein Designer gesagt, ja, es ist einfach, New Work oder neue Arbeitsformen, neue Räume zu schaffen, wenn man keine Restriktionen hat. Wenn man sie aber hat, dann ist man einfach gezwungen, noch einmal stärker über seine Grenzen hinauszugehen. Eh bien, on a pratiquement arrivé à la fin. On va prendre quand même, on va dire encore à peu près une quinzaine de minutes pour les Q&A et puis pour un peu les mots de la fin. Et donc, je vais passer la parole à Marlène qui a donc collecté les questions et les réponses et qui va vous les poser. Alors, merci Marie beaucoup pour me passer la parole. Es gibt, wie Sie vielleicht gesehen haben, einen Chat und die Q&A. Und im Chat gab es eine rege Debatte, also eine große Diskussion. Allerdings bei den Q&A gab es nicht sehr viel Bewegung. Ich möchte trotzdem 2 Fragen kurz mal in die Runde geben. Ich weiß nicht, Marie, du kannst sie vielleicht kurz notieren und dann entscheiden, welche du noch weitergeben möchtest ins Panel. Die eine betrifft die Rolle der EU-Programme bei dieser ganzen Diskussion. Wir haben ja über den Innovationsplatz Schweiz gesprochen, über Instrumente, die bereits existieren. Es gibt natürlich von Horizon 2020 und dann auch später bei Horizon Europe auch verschiedene Instrumente, die ebenfalls sehr wichtig sind, um Innovationstreiber zu sein. Auf einem Tweet der SAGW wurde moniert, dass es wenig Unterstützung gibt für Innovation aus Organisationen, die nicht im akademischen System sind. Und darauf hat Joël Graf von New Research geantwortet, dass es eben genau bei diesem europäischen Forschungsprogramm eine Chance gibt. Es gibt Verbundprojekte, die eben auch nicht akademische Stakeholder betreffen, also um eben diese Transdisziplinarität, Interdisziplinarität zu befördern. Also eine Frage vielleicht, ich weiß nicht, ob man sie weiterreichen möchte, wäre, was ist der Platz von den EU-Rahmenforschungsprogrammen? Eine zweite ist eher etwas, wie soll ich sagen, mehr auf den akademischen Rahmen ausgerichtet. Helga Nowotny hat mal gesagt, und wahrscheinlich viele Vordenkerinnen und Vordenker vorher, Society has problems, universities have disciplines. Und die Frage ist, weil wenn man den Nachwuchs anschaut, ist die Motivation nicht so groß, bei InnoSuisse ein Projekt einzureichen, wenn man weiß, dass man dann eigentlich disziplinär eine Karriere verfolgen muss, um vielleicht dann effektiv eine unbefristete Stelle auf einer Professur zu erlangen. Das ist in vielen geistessozialwissenschaftlichen Bereichen immer noch so. Und die Frage wäre hier, müsste man nicht viel mehr das Universitäts- oder das ganze Hochschulsystem innovieren, wenn es eben darum ginge, die SDGs zu bearbeiten und viel mehr mit Praxispartnern zusammenzuarbeiten. Eine letzte Frage, die möchte ich gleich an dich weitergehen, Marie, weil du hast sie ja vorhin identifiziert. Tu peux peut-être la poser toi-même, parce que moi, je n'arrive pas vraiment à comprendre avec les quelques bribes que je vois seulement. J'ai malheureusement pas pu lire le chat, mais j'ai vu que c'était assez animé, donc peut-être
on peut jeter un coup d'œil plus tard après. Mais j'ai vu qu'il y a beaucoup de questions, mais aussi des réponses qui ont été données dans la communauté. Alors je crois que là, il n'y a pas beaucoup de questions à poser. Non, mais disons qu'il y avait une question que je trouvais assez intéressante aussi qui se rajoute, c'est qu'il manque effectivement des dispositifs pour capter cette demande sociale et un peu un appel pour qu'il y ait une démarche qui doit être beaucoup moins top-down, c'est-à-dire des instruments étatiques vers le public et la population. Et la question, c'est peut-être un peu comment est-ce qu'on peut rendre ce système un peu moins top-down et beaucoup plus alors bottom-up, où on peut vraiment avoir cette inclusivité beaucoup plus large dans la co-création et la stimulation de l'innovation. Donc voilà, je ne sais pas si quelqu'un veut se lancer, se jeter à l'eau. Alors je peux peut-être prendre il y a eu beaucoup de questions qui ont été posées, hein. Le thème est très très large. Oui. Peut-être le monde académique est un monde extrêmement conservateur. Ça remonte à Bologne au XIIe siècle, ça a évolué depuis, mais pas tant que ça. Pendant très longtemps, on pensait que la théologie était une discipline fondamentale pour toute université. Donc, il y a un certain nombre de choses sur lesquelles, je n'ai rien contre la théologie du reste, hein. On a évolué de manière relativement lente. Maintenant, il y a peut-être une raison pour ça, c'est qu'il y a une méthode scientifique et il y a un cursus qui a permis de former les générations suivantes d'académiques. Je pense qu'il ne faut pas jamais l'oublier. Après, il y a un certain nombre d'innovations quand même fondamentales dans le monde académique et le PFL en est un bon exemple. On a mis en place un système de tenure track. C'est un changement de paradigme. Ça a été fait il y a une quinzaine d'années. C'est quelque chose qui est actuellement en place. C'est quelque chose qui, en fait, crée une université qui est beaucoup plus modulaire, où les chaires sont plus petites, où les professeurs sont autonomes plus jeunes dans leur carrière. Ça leur permet d'innover, de prendre des risques. C'est un modèle, ce n'est pas forcément le seul modèle, ça ne s'applique pas forcément à toutes les disciplines, mais en tout cas pour les disciplines qui couvrent le périmètre de l'EPFL, c'est en tout cas le modèle qui a été choisi et qui a été déployé avec succès. Donc il y a quand même des possibilités d'innover. Après, l'autre point qui a été mentionné, qui est tout à fait vrai, c'est que la société a des problèmes et que le monde académique a des disciplines, ça c'est tout à fait le cas. Après, le monde académique n'est pas forcément la vocation de résoudre les problèmes. Il a une vocation de thématiser les problèmes, de les conceptualiser. La résolution des problèmes, c'est soit quelque chose qui est de la responsabilité des politiques, ou alors c'est des problèmes qui sont résolus de manière entrepreneuriale dans une économie de marché qui résout des problèmes tels qu'ils émergent. Il ne faut pas non plus que le monde académique et les sciences, quelles qu'elles soient, hein, que ce soit des sciences humaines et sociales ou des sciences de l'ingénieur, se substituent au reste de la société pour la résolution des problèmes. Voilà. Peut-être sur le point du caractère conservateur des universités, je peux être d'accord avec vous, mais en même temps, je crois que c'est un peu un trou d'œil, en tout cas, sur le développement de l'interdisciplinarité. Je pense que passablement d'universités, dont la mienne, a mis en place des formations interdisciplinaires, des collaborations interdisciplinaires. Donc on a de plus en plus, depuis 30-40 ans, des structures avec des instituts et des centres ou des départements et des instituts, avec à la fois une base disciplinaire qui me semble toujours nécessaire parce qu'il faut avoir une compétence spécialisée pour parler de quelque chose, mais aussi une instance qui permet de travailler de façon interdisciplinaire. Je pense qu'il y a passablement d'innovation. Je suis dans une université qui, le plus grand, ce qui est le plus attractif depuis quelques années, c'est notre master en migration qui est thématique et qui n'est pas disciplinaire, pour reprendre la question de Helga Novotny. Mais alors pour moi, ce qui me semble le plus lacunaire en Suisse, pour revenir à notre débat de tout à l'heure, c'est véritablement plus de porosité entre la société non académique et le monde académique. Alors, je crois qu'il y a pas mal de choses à faire. Et c'est vu souvent du côté scientifique comme du crowdsourcing, c'est-à-dire qu'on va aller chercher des spécialistes qui vont recueillir les données et nous qui détenons l'expertise allons la traiter. Ce qui paraît quand même un peu problématique. Et je pense qu'on peut aller au-delà de ça et la Suisse devrait aller un peu plus dans ces directions-là. Et ça nécessite effectivement des dispositifs qui ne sont pas existants. Comme ça a été dit tout à l'heure, le problème
d'agriculteurs ou d'autres usagers, il n'est pas formulé en termes scientifiques par les citoyens. Donc il faut des dispositifs qui permettent, et des observatoires qui permettent à cette demande de se former et d'être accompagnés pour donner lieu ensuite à de la recherche et de l'innovation. Et là, je crois qu'il y a pas mal de choses à faire. On ne peut pas dire que la Suisse soit particulièrement en avance sur cette question-là. Ich würde gerne hier einhängen mit der Porosität von Ola Söderström. Ich glaube, die Porosität, die Durchlässigkeit auch des akademischen Systems müsste einfach größer werden. Also diese Idee, ich studiere, ich mache akademische Karriere, ich bleibe im System, ist natürlich an sich auch nicht ganz so reich. Und wenn es auch gelingen würde, und ich glaube, das wird auch die Zukunft sein, dass wir in viel mehr Bereichen unterwegs sein werden, dass auch diese Bereiche, mal bin ich als Unternehmer tätig, dann gehe ich zurück an die Uni und so weiter, dass auch die Lebensläufe dort nicht mehr vielleicht so linienförmig sein werden. Und das wird ein Teil der Zukunft sein, der eben auch hoffentlich auch diese Durchlässigkeit der verschiedenen Bereiche ermöglicht. Und dort ist das akademische System, denke ich, immer noch sehr konservativ. Est-ce que quelqu'un veut reprendre sur une des questions ou sinon, il y avait une qui m'est apparue aussi assez vite et qui était intéressante. Quelqu'un qui a posé la question justement la question d'une diminution justement de la socialité, vu que voilà, il y a la question d'une utilisation de plus en plus importante de l'ordinateur, sachant que maintenant voilà, on est dans un cadre, comme on a pu voir aujourd'hui, de confinement. À la fois on doit créer des liens, créer du dialogue ensemble, alors qu'on ne peut pas être ensemble. Et la question que je trouve assez pertinente, c'est comment est-ce qu'on peut arriver à maintenir cette socialité actuellement et surtout dans les mois à venir, et comment est-ce qu'on va pouvoir construire et capitaliser pour créer une innovation à partir de tout ça. Est-ce que quelqu'un ose se jeter à l'eau? Alors, je vais y aller pour me jeter à l'eau. Alors, moi, je ne me fais pas tellement de soucis parce que je vois mes enfants et mes parents et comment eux ils gèrent le confinement. En fait, mes enfants le gèrent beaucoup mieux que mes parents. Je pense que c'est un problème générationnel pour certaines générations, mais qu'en fait, les générations qui sont ce qu'on appelle les digital natives, finalement, ils se sont adaptés, ils sont beaucoup plus adaptables et finalement, ils sont très résilients. Alors que ce sont des générations qui ont un besoin de former des liens sociaux qui est évidemment extrêmement fort, mais ils sont extrêmement résilients dans l'adversité du confinement. Beaucoup plus que on pouvait l'imaginer. Donc moi, je pense que ça se passe mieux que ce que n'importe qui aurait pu l'imaginer, pour en tout cas la jeune génération. Après, notre génération, la génération plus mûre, on va dire, ben, finalement, c'est peut-être plus compliqué pour nous, puisque c'est un changement d'habitude, et puis on est moins dans la fluidité numérique, multitâche numérique. Un message optimiste. Ça fait du bien. Pas d'autres questions ou d'autres toutes bon. Peut-être que on va juste. Alors, je vais juste finir par la vraie question qu'on voulait finir, mais vraiment synthétiquement en quelques mots. Je sais qu'on a un tout petit peu abordé chez certains cette question, mais finalement, en tant que dernier mot, comment est-ce que vous verriez justement la Suisse dans 20 ans en termes d'innovation? Personne ne l'a préparée, c'est celle-là, donc il y a un silence. Ah. Je dirais juste une chose, peut-être, et je pense que ça pour redire un peu ce que j'ai dit tout à l'heure et qui était partagé en tout cas par certains d'entre nous. Je crois que ce qu'il faut développer, c'est une nouvelle écologie d'innovation. Une écologie plus ouverte, au sens pas seulement de la question environnementale, mais des partenaires de l'innovation, pour que ceux qui portent l'innovation, qui portent aussi les problèmes, la question à laquelle on n'est pas toujours assez attentif, c'est que les scientifiques que nous sommes, les chercheurs que nous sommes, n'avons pas le monopole de l'identification des problèmes. Donc il faut des dispositifs qui permettent une écologie plus large pour que ces problèmes puissent émerger et qu'on puisse travailler dessus
avec les meilleurs instruments, et peut-être les meilleurs instruments ne sont pas forcément toujours dans le monde de la recherche. Donc il faut désenclaver la recherche et désenclaver l'innovation, enrichir l'écologie de l'innovation, et j'espère qu'on y sera en 2040. Ich schließe gerne an. Also ich glaube an die Kraft der Innovation in allen Bereichen und ich bin der Meinung, wir sollten das Land sein oder wir sollten das Land bleiben mit dieser hohen Lebensqualität, das eben Leben, Arbeiten, Freizeit und auch Unternehmertum verbindet und dass es schafft, Konsum klimaneutral zu gestalten. Und für mich bedeutet das, dass wir wahrscheinlich in allen Bereichen unternehmerisch unterwegs sein müssen. Je peux rebondir là-dessus. Pour moi également, Oui. la Suisse a une qualité de pionnière. On a une grande force de l'innovation. On a aussi une innovation sur notre capacité à trouver des solutions et à créer des institutions qui répondent aux besoins de notre société au-delà des frontières linguistiques, au-delà des frontières religieuses qui à l'époque étaient considérables et violemment ancrées, et également aujourd'hui idéologiques. Donc pour moi la question qui se pose, c'est est-ce que la Suisse peut de nouveau prendre ce rôle de pionnière dans la création finalement d'un mode de vie, d'un mode de société, y compris des structures démocratiques, y compris une transformation du secteur académique et de tous les secteurs d'ailleurs, qui va contribuer à nous donner à toutes et à tous le pouvoir de créer le futur, un futur qui est en alignement avec mes valeurs profondes, qui représente vraiment le monde tel dans lequel je voudrais vivre et que nos systèmes qu'on crée ensemble, qu'on co-crée, représentent cela et pas des systèmes qui créent des résultats qu'en fait personne, juste un tout petit pourcent des gens souhaitent. Donc ça c'est pour moi la transition qu'il y a à faire et là un aufruf ou un appel que je ferais c'est aussi au secteur éducatif, au secteur académique d'inclure si possible peut-être poussé un peu par Corona des nouvelles idées, des nouvelles approches plus rapidement dans les cursus, plus rapidement dans les thématiques aussi, les méthodes de recherche. Par exemple, à l'heure actuelle, tout ce qui est du changement systémique, il existe déjà des masters, que ce soit à Stanford, à Cambridge, etc., mais pas encore en Suisse. Donc, Collaboratioletica met en place un Catalyst Lab pour éduquer et transmettre ce genre de connaissances et de connecter la théorie de plus en plus à la pratique. Donc, je sais qu'il y a des masters en innovation qui se mettent en place, notamment à l'Université de Neuchâtel. Il y a aussi des choses qui se mettent en place à l'Université de Genève, entre autres. Et j'adorerais voir de plus en plus une remise en question des différents acteurs, des différentes perspectives afin de nous permettre de plus en plus collaborer et faire les ponts que nous avons urgemment besoin de faire pour œuvrer ensemble au changement systémique nécessaire. Merci beaucoup, Nora. Jemanden? Ich habe mir auch überlegt, was kann man da sagen, für eine Antwort finden auf diese Frage. Ich denke, wir sollten aufbauen auf dem wir haben. Wir haben sehr gute Produkte und technische Innovation. Wir haben gute Service-Innovation. Wir schaffen es in die Erlebnisinnovation. Wir sind recht weit vorne, wir sind noch nicht da. Aber jetzt in 20 Jahren, was wäre es dann? Für mich ist es, dass wir in Werte investieren und der Hauptwert, den ich sehe, ist Vertrauen. Was wäre, wenn wir die Vertrauensbeziehung, die Kunden mit Unternehmen haben, neu erfinden, wenn wir die Art, wie wir kommunizieren, wie wir Marketing machen, neu erfinden, dass man nicht einfach ein Produkt erfindet und nur auf Sales eine nicht vertrauenswürdige Botschaft senden, sondern das umkehrt, dass man das Vertrauen in die Ernährung neu erfindet, in das Gesundheitswesen, in das Finanzsystem. Also ich denke, es ist mehr eine beziehungsorientierte Innovation oder eine werteorientierte Innovation, die als nächste Kurve wir ja jetzt proaktiv gestalten können. Alors moi, mes conclusions, je pense que la Suisse s'est toujours positionnée vis-à-vis des autres, puisqu'on est un tout petit pays au milieu de l'Europe, sans ressources naturelles. On l'a fait face aux grandes puissances européennes au 19e, au début du 20e siècle. On l'a fait de manière intelligente pendant la guerre froide. Et puis là, on doit quand même se poser un certain nombre de questions et je pense que le thème principal des 20 prochaines années, c'est la Chine.
Et on n'a pas parlé de la Chine pour l'instant, on parle beaucoup de choses, mais on peut ne pas parler de la Chine lorsqu'on parle d'un horizon sur les 20 prochaines années, alors qu'elle joue déjà un rôle dominant dans la réflexion mondiale et dans les impacts mondiaux, dans les échanges mondiaux aujourd'hui. Je pense que c'est un peu, c'est quelque chose sur lequel on ne peut pas passer. C'est un sujet qui est pas, c'est pas facile d'être à l'aise avec ce sujet, puisque il y a énormément de contradictions, il y a un référentiel de valeurs qui est très différent, qui est beaucoup plus différent qu'était le communiste soviétique de l'époque de la guerre froide, et avec lequel, par contre, on a des échanges et une codépendance que l'on n'avait jamais de l'époque. Vielleicht doch ein Votum als Vertreter einer der größten Innovationsstiftungen der Schweiz. Also wenn ich so sehe, und das sehe ich täglich, wie reichhaltig die Pipeline an guten Ideen, an hochmotivierten Forschern ist bei uns, dann bin ich sehr zuversichtlich, was die Zukunft anbelangt, was die Rolle der Geistsozialwissenschaften darin sein könnte. Vielleicht ist es nicht nur klug, auf die Karte Innovation zu setzen. Ich glaube, es gibt so etwas wie Evolution und Tradition, es gibt so etwas wie rekursives Wissen, das genauso wichtig ist für die Beziehung zwischen den Menschen, für das Zusammenleben in einer Gesellschaft. Und vielleicht sollte man sich auch auf das zurückbesinnen. Perfekt. Ingrid, haben Sie noch Antworten über das oder über die Frage oder noch nicht? Ich habe mich schon geäußert. Ah oui, Entschuldigung, ça fait déjà 2 heures, on est un peu commence à être un petit peu fatigué. So, maintenant je vais avoir aussi également le plaisir quand même de conclure et surtout de passer la parole à Markus Turcher, qui est donc le secrétaire général de l'Académie suisse des sciences humaines et sociales pour la conclusion de cette Konferenz. C'est à vous. Merci beaucoup pour tout. Ja, ich bedanke mich bestens für dieses Podium und besonders gefallen hat mir diese Schlussrunde und ich habe einiges aus dieser Schlussrunde aufgenommen, aber Sie haben schon darüber gesprochen während der Diskussion. Der erste Punkt, der mir wahnsinnig gefallen hat, ist neues Paradigma. Und diese Frage kam wiederum auf. Ich danke hier insbesondere Nora. Wozu? Und darüber haben Sie gesprochen. Wozu soll es, wohin soll es gehen? Und ich denke, es ist sehr wichtig, gerade für die Schweiz, es gibt nichts, was von Gott gestaltet ist, sondern es ist an uns, das zu gestalten. Und man sollte auch daran sich erinnern, dass tief in das 19. Jahrhundert, ja in das Anfang des 20. Jahrhunderts, Innovation meinte gesellschaftlicher Fortschritt und nichts anderes. Und ich denke, wir sollten dort andocken. Etwas irritiert hat mich, als ein kurzes Hohelied auf das schweizerische Bildungssystem angestimmt wurde. Das ist leider nicht der Fall. Wir haben eine massive soziale Selektion, mangelnde Durchlässigkeit und Sie konnten es lesen in allen Zeitungen. Gegenwärtig haben wir eine verlorene Generation, die jetzt wirklich leidet unter dieser Krise und viele andere nicht. Dann ein ganz entscheidender Punkt, Herr Bugnon, denke ich, ist wichtig. Sie haben das kleine Land genannt, aber wir sind wirtschaftlich ein Riese. Und das hat Richard Behrendt bereits 1937 in seinem Buch Die Schweiz und der Imperialismus. Und das hat nicht nur Auswirkungen auf das Internationale, sondern auch intern. Es gibt so etwas wie eine A-Schweiz und diese A-Schweiz produziert 80% unseres Bruttosozialprodukts und beschäftigt nur 20% der Bevölkerung. Und dann haben wir eine B-Schweiz und die produziert für 20% der Bruttosozialprodukt und dort sind 80% unserer Bevölkerung. Und diese 80% bestimmen, wohin der Kurs geht. Und nicht zu vergessen, wir haben enorme Krisen gehabt
EBR-Ablehnung 1990er Jahre eine ganz miese Performance. Ich denke, wir müssen sehr kritisch auf unser Land schauen und damit das auch gut kommt, denke ich wirklich, jetzt müssen Schritte kommen und da adressiere ich jetzt auch das geschätzte Publikum, denn ich bin sehr überzeugt, dass heute Gestalt, Energie und Dynamik angenommen, was am 6. Dezember 2016 mit einem Schreiben der Akademie an den ehemaligen Bundesrat Schneider-Ammann begonnen hat. Ab April 2017 verhandelten wir mit dem Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation und diskutierten wir im Mai mit all unseren Fachgesellschaften, wie und was die Geistes- und Sozialwissenschaften zur Innovation beitragen. Von den historischen, archäologischen, über die Musik, Sprach bis hin zu den Sozialwissenschaften wurden Beiträge in großer Zahl identifiziert. Von zahlreichen Beratungsgremien flankiert, konnten im Verlauf des Jahres 2018 das Konzept ausgearbeitet und schließlich Hugues Jeanneret, Olivier Grevoisier, Gaël Brûlé und Christian Sutter mandatiert werden. Ihr Bericht «L'apport des sciences humaines sociales à l'innovation suisse» wurde im April dieses Jahres publiziert und hat in einer Kurzversion in dem Bericht Forschung und Innovation in der Schweiz 2020 Eingang gefunden. Das wurde bereits genannt. Nicht nur wir, sondern viele andere erkannten längst, dass der Innovationsbegriff revidiert werden muss. Und dieses Anliegen hat sich in den letzten Jahren aus guten Gründen akzentuiert. Was fehlte, war ein Referenzrahmen, welcher die Vielseitigkeit von Innovation abdeckt. Mit den 4 Funktionen Donner du sens, Entreprendre, Encadrer und Co-innover sowie den 3 Innovationstypen der Innovation technoproductive, sozial und kulturell wird jenes breite Spektrum abgedeckt, das eine gelingende Entwicklung ermöglicht. Dies zeigen mir die Statements im ausgezeichneten Video, aber auch die Partner, die wir für den heutigen Tag gewonnen haben. Der vorgeschlagene Referenzrahmen erfasst nicht nur die zunehmende Bedeutung der immateriellen Aspekte eines Produktes, sondern auch die Reproduktion und damit die Gestaltung des Zusammenlebens. Damit hat der Referenzrahmen das Potenzial, eine Entwicklung einzuleiten, welche die ökonomischen, ökologischen und gesellschaftlichen Aspekte berücksichtigt. Und ich denke, das ist genau das, was Collaboratio Helvetica sich wünscht, und dafür bin ich sehr glücklich. Dazu braucht es eine Koalition von Forschenden, Technikern, Praktikern, NGOs, Kreativen, Unternehmensberaterinnen, Marketing-Spezialistinnen, Designern, Community Workers, Bürgerinitiativen und Politikern, weil es eben um wozu machen wir das eigentlich und mühen wir uns ab. Wenn diese Agenda und diese Stoßrichtung mit allen Interessierten vorangetrieben wird, besteht eine reelle Chance, eine Wende in der Forschungs- und Innovationspolitik der Schweiz einzuleiten. Und ich denke, das ist notwendig aufgrund der allgemeinen Lage. Ich danke den Podiumsteilnehmenden, all jenen, die sich im Video geäußert haben, den Partnern, den Autoren des Berichts, Hugues Jeanneret, Olivier Grevoisier, Gaël Brûlé und Christian Sutter, den Produzentinnen des Videos, Lea Würgler und Paolo De Caro, last but not least der Moderatorin, Marie Rumignani, ausgezeichnet, und den Organisatoren Heinz Nauer, sowie jener Schlüsselfigur, die soeben gelacht hat, die gemeinsam mit Hugues vom Konzept bis zur Veranstaltung alles konzipiert und umgesetzt hat. Gemeint ist Dr. Marlene Iseli. Einen ganz herzlichen Dank allen, die mitgewirkt haben, und Ihnen vielen Dank für ein super Podium. Sorry, Mosser. Okay. Das ist noch der Überflieger, Les Sciences Sociales. Ja?
die fliegende Kuh. Besten Dank Ihnen herzlich. Eh bien, merci infiniment Markus Türscher pour ces mots et surtout voilà, qui conclut parfaitement donc, cette grande table ronde. Vielen Dank. Merci infiniment à tous les participants. Merci aussi à vous, public, en espérant que voilà, ces alternances entre l'allemand et le français se soient passées de la meilleure façon qui soit. Donc j'espère que vous repartez avec on va dire, des réponses, mais surtout encore plus de questions pour la suite, parce qu'il faut continuer, on voit, à travailler là-dessus. Donc je pense qu'on va pouvoir conclure gentiment, vu qu'on a pris un tout petit peu de retard, mais c'est pour la bonne cause et c'est important. Donc je vais terminer en disant merci infiniment à tous et à toutes pour cette table ronde extrêmement riche. Je pense qu'on va pas en rester là quand on voit les messages dans le chat et dans le Q&A. Et donc c'était un énorme plaisir de pouvoir animer ceci et puis de pouvoir discuter et découvrir voilà, toutes ces facettes autour de l'innovation. Et je pense, voilà, on va pouvoir conclure là-dessus. Merci infiniment alors à toutes et à tous. Et puis, une prochaine, avec très grand plaisir, avec la vache volante vers le futur de la Suisse. Et puis, à très vite sur à la fois l'Université de Neuchâtel, sur les sites, et puis aussi sur le site, évidemment, de la SAGH et de la SHH. Merci infiniment et très, très bonne soirée. Vielen Dank, schönen Abend. Tschüssi.